et à tous, bienvenue pour ce 12e épisode de la 7e saison de Cold Facts. On commence par discuter un petit peu d'actualité avec la Champions League. Genève a battu Lausanne 7-4, ils se sont qualifiés 12-4 sur l'ensemble des deux matchs. Juste avant, Fribourg n'avait pas réussi à s'imposer contre Växjö et donc éliminé, ce qui fait qu'en quart de finale, on retrouvera Genève contre Bremerhaven et Zurich contre les Eisbären Berlin. Puis après ce passage Coupe d'Europe, on revient avec les paris sportifs et on enchaîne avec nos tops et nos flops des 5 clubs romans dans l'ordre: Ajoie, Bienne, Fribourg, Genève et Lausanne. Salut Greg. Salut Jean-Fred, ça va? Ça va très bien, enfin en présentiel. Exactement, après un petit hiatus avec des épisodes à distance, on est de nouveau un épisode normal cette semaine. On va pas faire 2 heures non plus, ça va être du Cold Facts comme on a l'habitude. Une heure un peu plus condensée plutôt que 2 heures de théorie, mais bon, on n'a pas eu trop de plaintes de l'épisode trop long, donc ça va. C'est tout bon. On commence par la Ligue des Champions. Ouais. On va faire vite. Lausanne est éliminé, Fribourg est éliminé, Genève est qualifié. Voilà. Zurich est qualifié, même si ça intéresse. Ça intéresse un petit peu moins pour l'instant. Mais Zurich nous intéresse un petit peu plus tard. Mais je te propose qu'on parle directement de Genève-Lausanne. On va être tout à fait transparent, vu que des gens m'ont vu, des auditeurs de Colfax m'ont vu à la Nuit des Lions et que j'étais dos à l'écran, parce que le match était diffusé dans la Vaudoise Arena, voire... Il y avait un côté un petit peu rigolo, au passage, de voir Lausanne perdre 7-4 à Genève sur écran géant dans la Vaudoise Arena avec 1000 personnes. D'ailleurs, au passage, grand succès populaire, la Nuit des Lions. Et il y avait un auteur de Colfax à ma table. J'ai dit, ouais, je pourrais pas faire beaucoup de théories sur ce match. J'étais dos à l'écran toute la soirée. Donc voilà, je ne peux pas parler plus de ce match que ça parce que j'ai pas vu grand chose à part les buts de temps en temps. Et encore, on a vite arrêté de regarder. Toi, par contre, t'as bien regardé, il me semble. C'est moi qui ai fait le texte. Voilà. Non, déjà, là aussi, grand spécialiste Jean-Fred de Beta, après 5 minutes, il dit ouais, ce soir, Praplan, il a pas franchement envie. Hein. Il a fait quoi, tu me rappelles? Un quadruplé. Parce que sur le premier but de Ria, après quoi, 2 minutes, je crois, vite, ouais. Il fait une immense bourde. Et puis, tu te dis, mais le mec, finalement, il a un truc qui est prévu pour le quart de finale. Il se dit, bon, si j'ai pas envie d'aller à Bremerhaven, si Lausanne peut en mettre 5 rapidos, comme ça me fera ma soirée de libre. Ben non, en fait, c'était pas trop ça. Quadruplé de Vincent Praplan derrière. Le Praplan n'était pas ça. Donc, j'adore quand un Praplan se déroule sans accroc, exactement. Et impressionnant. Après, de nouveau, c'est quand il y a 2-2 après le premier tiers, avec pas mal d'erreurs finalement, un peu. Tu sentais les gardiens qui n'étaient pas forcément dans leur meilleure forme. Tu sentais que les joueurs étaient... c'était pas un match de play-off où il fallait bétonner. Disons que Lausanne forcément se dit si on peut essayer d'en mettre un ou deux au début pour faire douter Genève, pourquoi pas. Le plan était finalement pas mal avec le 1-0 qui tombe rapidement. Ouais. Sauf que alors Genève en a mis 2 aux alentours de la 7e et de la 8e. Puis là, tu te dis, faut arrêter, quoi. Et les goals, on rentre, ouais. On va finir la fondue chinoise à la Nuit des Lions. Non, je me suis dit, quand ils ont fini le match, ils courent pour vite arriver quand même à la... On les a pas vus. Voilà, ouais, quand même. On les a pas vus. Mais respect au passage et chapeau, je trouve, à l'équipe de Lausanne qui est partie là-bas avec une vraie équipe. Parce que honnêtement, au moment où tu prends 5-0 à l'aller, tu dois aller gagner par au moins 5 buts d'écart à Genève. Il y a quand même une tentation d'envoyer les juniors élites à Genève puis de te dire, bon, ce week-end, on va jouer des matchs. Si tant, ça enchaîne. Et là, l'équipe de Lausanne a pris ce match au sérieux. Et ça, je trouve que ça doit quand même être mis en avant. Je suis d'accord. Je pensais à la même chose que toi. On me disait, les juniors. Puis après, je me suis dit, mais est-ce qu'ils ont le droit, les joueurs qui sont mis sur la feuille, que tu dois aligner, tu dois faire ta liste des joueurs disponibles, est-ce que tu peux tout d'un coup dire, je rajoute, allez, on va dire en tout cas un bloc de juniors. Si tu les avais pas mis avant, puis que tu viens juste les mettre pour le 8e de finale, je sais pas si tu peux te permettre ça. Alors, ce qui me ferait dire que oui, c'est que quand Fribourg avait son épidémie de gastro en Tchéquie, ils ont voulu faire venir Loïc Gallet en urgence et Kevin Etter, je crois, et je peux imaginer que les deux qui étaient à Turgovie n'avaient pas été inscrits quelque part et qu'à mon avis, tu dois pouvoir. Mais là, alors j'en suis pas
persuadé, mais la tentation pourrait quand même exister de dire mais Méto, tu vas jouer. Ça, c'est des joueurs qui sont dans le cadre élargi, on va dire, de Lausanne HC. Même Jordan Bougro qui joue à Sierre, je sais pas s'il joue. Non, je crois pas que Sierre jouait. Tu aurais tout à fait pu te dire ce match-là, écoute, voilà, vendredi, on a le derby à Fribourg. Le derby important cette semaine, dans l'absolu, c'est plutôt celui-ci parce qu'il concerne le championnat. Et la Ligue des Champions, ça a l'air mal barré. Non, ils sont allés là-bas, ils ont joué. Ils ont pris le match par le bon bout, puis tu te dis, tu sais jamais, effectivement, tu mets le 1-0 rapidement, tiens, c'est arrivé. Derrière, qu'est-ce qui peut se passer ? Voilà, et malheureusement pour Lausanne, il s'est rien passé. Mais voilà, crédit aussi à donner à Genève Servette qui a joué ce quart de finale, ce huitième de finale, sérieusement aussi. Et je peux pas m'enlever de la tête les propos d'avant-saison des dirigeants genevois qui disaient un peu, la Ligue des Champions, ouais, on a vu ce que ça nous a coûté comme énergie l'année passée d'aller faire des huitièmes de finale. Après, ils sont allés à Munich, après, ils sont allés à Rauma. Ils ont beaucoup voyagé pour cette compétition. Ça leur a coûté beaucoup d'énergie. Ça leur a apporté un titre continental. Donc, je pense qu'ils ne crachent pas dessus. Mais à quel prix ? Et là, ils avaient un peu dit, on va un petit peu voir les priorités différemment. Parce que pour mémoire, l'année passée, je l'avais dit, on joue sérieusement cette compétition. C'est ce qu'ils ont fait. Cette année, ils n'ont pas dit on la joue pas sérieusement, ils ont un peu dit on joue sérieusement le championnat. Le problème, c'est que quand tu te qualifies déjà un peu à la raclette, mais tu te qualifies pour les huitièmes de finale, derrière, c'est un derby contre Lausanne, un derby, tu peux pas le prendre à la légère, ils l'ont pas pris à la légère eux non plus. Mais maintenant, ils se retrouvent en quart de finale. Puis à quel moment tu commences à te dire on va commencer à la jouer sérieusement cette compétition ? Ah ouais. Puis surtout qu'en plus Bremerhaven, c'est pas manquer de respect à cette équipe allemande, mais il y a totalement moyen de faire quelque chose. Donc, la demi-finale potentielle, ça, j'ai l'impression de faire les quarts finales théoriques en tennis. Les demi-finales potentielles, ça serait contre Zurich ou Eisbären Berlin. Ouais. De nouveau, si tu dois jouer des matchs contre Zurich, tu dépenses pas trop d'argent, ils peuvent partir le jour même, ils rentrent, ils ont l'habitude. Donc tu te dis, c'est ça. De nouveau, ce que tu vois, ce que ça peut t'apporter. Après, ce qu'ils joueraient à domicile, si potentiellement une finale, ça, je suis pas sûr. Avec les points qu'ils ont engrangés, ça serait peut-être plus compliqué. Probablement pas. Mais là, on va beaucoup trop loin. Ouais. Mais par contre, prochain tour Bremerhaven, comme tu l'as dit, Bremerhaven qui a joué le fantôme de Skellefteå au tour d'avant en huitième de finale. Skellefteå qui a honnêtement, c'était l'équipe finaliste contre Genève l'année passée. Je peux imaginer, alors je sais pas comment ça se dit en suédois, mais que les dirigeants ont dit cette année la Ligue des Champions, on va essayer de perdre un petit peu moins d'énergie que l'année passée. Alors je sais pas s'ils ont envoyé les juniors, j'ai pas vu la feuille de match, mais par contre 10-1 sur 2 matchs contre une équipe du haut de tableau suédoise qui joue contre certes une bonne équipe allemande, mais une équipe allemande. Désolé, mais ça fait chenille, donc je pense qu'ils se sont un tout petit peu foutus du monde. Mais voilà, donc en face, ce sera donc contre Bremerhaven, match aller à Genève en théorie. C'est pas le calendrier officiel n'est pas sorti, mais vu que Genève était derrière Bremerhaven en phase de poule, le match aller aura lieu à Genève si je ne me trompe pas. Ouais, et ça peut encore changer. Et puis du côté genevois, quand même, à part ça, quand tu regardes la défense qu'il y avait mercredi soir, il manquait Vatanen. Il manquait Carrère qui était suspendu, donc il a fallu faire jouer il y a Volmin qui était de retour en défense, il y a Schneller qui était en deuxième paire. Alors ils ont encaissé 4 buts, heureusement ils en ont marqué 7, mais il y avait aussi des circonstances où tu pouvais te dire ça va peut-être pas être aussi simple que ça, peut-être que l'attaque lausannoise peut embêter cette défense. Alors finalement c'est passé. Oula Palvé qui marche bien en Champions a de nouveau marqué un but, on l'a dit, Praplan a mis un quadruplé, et puis il y avait 3-2 après 2 tiers. Exactement. Jeff Ward a décidé de sortir Kevin Pache aussi, sans doute. Je pense que c'était pas forcément une question de c'est pas une question de niveau. C'est pas une punition. Voilà, il s'est dit plutôt répartissons le temps de jeu, on va dire, et pourquoi pas donner Antoine Keller qui a pas fait un très bon tiers. Il a pas l'air bien sûr. En tout cas, 1 voire 2 buts. Il y en a un, il y a un tir de la ligne bleue, il est pas masqué. Ça, malheureusement, t'as pas le droit. Enfin, t'as tous les droits, tu me diras, c'est du hockey. Mais pour un gardien qui est sur glace, à ce niveau-là, tu dois pas laisser passer ça. Et Antoine Keller, c'était pas son meilleur passage sous le maillot lausannois. Après, faut voir les circonstances.
tu te retrouves à un match à Genève où c'est plié, ton équipe doit gagner par 5 buts d'écart et est menée de 1, donc en gros doit marquer 6 buts dans le dernier tiers. Enfin, faut être réaliste 2 secondes. Je pense aussi que l'implication de tout le monde, même si Lausanne a pris ce match au sérieux, c'est peut-être pas évident non plus de rentrer à ce moment-là dans le match. Est-ce que Ward a justement voulu éviter ça en se disant bon, je change mon gardien, je mets Antoine Keller pour essayer peut-être de provoquer quelque chose, pas par rapport à la qualification, mais par rapport à faire un bon dernier tiers, à rester dans un système, à continuer à jouer sérieusement. C'était peut-être l'idée là derrière, ou alors c'était simplement bon, ma pêche, tu rejoues vendredi soir. Allez, viens sur le banc un moment, quoi. Et puis Lausanne qui a joué aussi à 8 défenseurs. Donc, voire même, je me demande s'ils n'ont pas joué des fois un temps à 9 avec Genadzi qui descendait un peu aussi en défense, alors qu'à la base, maintenant, il est de nouveau attaquant. Enfin, il est attaquant. 2 petites choses au niveau blessure. À un moment, on a craint pour Michael Ugly qui est sorti. Exact, ça je l'ai vu. Mais il est revenu après. Ouais, il a pris un puck sur le genou. D'abord, quand tu le vois, il y a vraiment toujours ces images un peu qui font un peu peur, où tu vois le joueur, il est sur une patte, il doit se faire aider par deux personnes pour sortir de la glace. Tu dis, s'il a pris un genou contre genou, là, ça peut vraiment faire très, 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 très mal. Après, quand tu vois que c'est un puck, alors je dis pas que ça fait pas mal. Il s'est pas pris un Zadina comme les Fribourgeois. Exactement. Et puis il y a eu Maninen aussi. Et Maninen, ouais. Voilà, et Maninen, par contre, je crois qu'il n'est pas revenu sur la glace. Et ça avait l'air d'être quelque chose autour d'une des mains. De nouveau, c'est cette Champions League, quand tu es qualifié, quand tu as marqué 12 buts en 2 matchs, surtout quand tu gagnes 5-0, ce que tu veux, c'est ne surtout pas avoir une victoire à la Pyrrhus, on va dire, où tu perds des gars pendant ce match-là. Pour Genève, il faut espérer que pour Maninen ce soit pas trop grave, parce que cette ligne avec Granlund et Artikainen, on en a déjà parlé plein de fois. Vu qu'après on fait nos tops et nos flops, peut-être que même ça on en reparlera plus tard, mais voilà. L'autre équipe remonte, mais là on va faire aussi un tout petit peu plus vite, même si on va en parler. Mais Fribourg-Gotteron qui a livré un bon match, celui-là je l'ai vu par contre en intégralité, a livré un bon match contre Växjö, a pas pu s'en sortir. Pourtant Fribourg devait gagner d'un but, vu que Fribourg avait perdu 1-0 en Suède, devait s'imposer dans un réglementaire pour arracher la prolongation, s'il gagnait que par un but, et par 2 pour se qualifier. Fribourg était mené 2-1, mais cette règle, alors au moment où c'est arrivé, ça m'a... Ces nouvelles règles de Champions League où c'est un petit peu... quand tu as une pénalité de 2 minutes, c'est comme une pénalité de 5 minutes en Suisse. Le joueur reste sur le banc et ça permet d'avoir un powerplay qui se prolonge. Fribourg, sur un powerplay, a mis 2 buts. Je trouve, sur le... Je sais pas comment dire... Quand on était gamin, puis qu'on jouait à NHL ou à des jeux vidéo, tu avais le mode arcade et le mode un peu sérieux. Puis quand tu jouais en mode arcade, il y avait pas mal de petites règles bizarres, de machin. Tu avais l'impression que c'est un peu là. On veut un peu nous faire du spectacle artificiel, j'ai l'impression. Complètement. Je suis pas totalement favorable. En l'occurrence, ça a failli bien tourner pour un club roman, vu que Fribourg a pris les devants. Mais voilà, ils ont mené quelques secondes. Après, il y a Béra qui prend vraiment un mauvais but pour l'égalisation. Fribourg n'a pas pu gagner derrière. Match nul, 3-3, élimination pour Fribourg-Gotteron. Je peux imaginer, Gerd Sensor l'a pas dit en ces termes, mais il l'a pas dit du tout d'ailleurs. Il a même pas laissé sous-entendre que c'était un mal pour un bien. Il a dit que c'était un mal pour un mal, en fait. Ouais. Et que non, parce qu'en tant qu'organisation, tu veux gagner, c'est une évidence. Par contre, quand tu vois le calendrier qui vient pour Fribourg-Gotteron, tu te dis, ouais, mais est-ce que vraiment... aller à Prague pour... alors, il y a pire comme destination, je dis pas en termes de visite, mais en termes de Bremerhaven, c'est plus chiant, disons, que Prague. Et Växjö, c'est plus chiant aussi, vu que Fribourg avait dû avait organisé un charter qui est parti de Payerne, le Payerne Växjö. Oui. Je pense pas qu'il y a une ligne, il y a pas une ligne commerciale sur celui-là. J'adore voir la photo où ils sont tous devant l'avion, puis tu te dis, ouais, on part de l'aérodrome de Payerne, t'es là, ouais, ok, c'est... Et donc... En termes de logistique, ça n'aurait pas été si compliqué, j'imagine. Par contre, en termes de fatigue, un peu plus. Et pour une équipe qui n'a pas une profondeur incroyable et qui va encore jouer la Coupe Spengler. Alors oui, la Spengler, c'est pas non plus... mais ça reste quand même plusieurs matchs dans un temps limité. Fribourg va pouvoir se faire renforcer, certes. Mais quand même, je pense qu'au fond d'eux, les joueurs doivent quand même se dire « Ouais, mais c'est peut-être pas plus mal quand même. » Même si sur le moment, ça embête un peu. Alors, je comprends totalement Surtout que Fribourg, là, va pas trop mal en ce moment au championnat. Enfin,
Je me rappelle souvent ce que tu dis quand on regarde les derniers matchs, ou bien quand des fois il y a un but peut tout changer, la façon dont on va regarder. Une victoire après prolongation, une défaite après prolongation, on dit ah ouais, quand même 5e défaite, et puis des fois on dit ah mais quand même 5e victoire, mais si c'est que des victoires après le temps réglementaire, ça change totalement notre vision. Mais là, le fait est quand même que Fribourg a glané 5 points sur 6 sur un week-end. C'est parfait. Donc, je pense qu'ils se disent vraiment... au moins ce match nul 3-3, ça a permis quand même de marquer aussi des buts. Parce que Fribourg a de la peine à marquer. Donc, ça, c'était le positif. Et puis, comme ça... on se concentre sur le championnat. Très bien, tu disais avant pour Lausanne qu'ils devaient sans doute se concentrer sur un derby plus intéressant, on va dire, après le match aller contre Genève. Finalement, contre Fribourg, c'est plus intéressant pour eux et plus important dans l'immédiat pour la saison. Eh ben, c'est clairement encore plus le cas pour Fribourg. Absolument. Fribourg qui a pu compter sur Lindenwey pour son premier match. Il faut lui laisser toutes les circonstances de rigueur, c'est-à-dire les circonstances il n'a pas joué depuis un mois. Entre-temps, il a fait 10 courses entre l'Europe et les États-Unis et le Canada. Enfin, niveau fatigue et niveau jet lag, c'est pas hyper simple. Et donc, laissons-lui dit-on, mais il était sur la glace, ce qui est déjà une bonne chose. Et maintenant, ça va permettre à Patrick Aymon de se poser des questions pour le derby. Qu'est-ce que tu fais avec tous tes centres ? Est-ce que Lilia en fait les frais ? Et pourtant, il est bon ces temps. Il marque des buts. Ouais. Moi, je ne l'ai pas trouvé bon contre Vexieux, par exemple. Moi, je pense quand même que c'est lui qui va être en tribune vendredi soir. Mais à moins que Borgman, c'est l'autre option. Le problème, c'est que Radgeb, où on se disait mais Radgeb pourrait profiter de l'arrivée de Veil pour justement mettre Borgman en tribune, parce que Gunderson, à mon avis, doit jouer. Mais voilà, Radgeb, il a pas l'air d'être dans de bonnes conditions. On faisait remarquer que l'année passée, il était bon parce qu'il jouait avec un Victor Leuf du côté de Bienne, une sorte de grand bonhomme hyper solide et hyper fiable défensivement. Puis lui, ça lui permet de faire ses trucs. Il lui manque ça cette année. Puis on parlera du côté de Fribourg après, justement de la saison prochaine, parce qu'il y a des joueurs qui s'en viennent, qui pourraient justement ressembler un petit peu à Victor Leuf, pour ceux qui ont lu ça dans les colonnes de Blick lundi, mais ça on en parlera dans la partie Fribourg-Gotteron. Mais voilà, toujours est-il que Fribourg est éliminé et peut se concentrer sur son championnat, ce qui est peut-être pas une mauvaise chose parce qu'il y a des points à rattraper. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Voilà, on passe au Paris sportif. Il y a un match ce jeudi soir, Zug-Rapperswil. Pour ceux qui jouent avec les managers, n'oubliez pas de faire vos lignes, ça peut être utile. Surtout qu'à Zug en général, il y a pas mal de joueurs. Exactement. Par contre, on a déjà les cotes des matchs de vendredi. Les matchs de vendredi sont les suivants. Ajoie Zurich. Alors, Jean-François va dire je prends Zurich. Bern Davos, Bienzug, Fribourg-Lausanne, Langnau, Servette, Lugano, Ambry et Rapperswil-Kloten. J'ai l'impression d'être à Sport Dimanche il y a 25 ans quand Jean-Jacques Tillman faisait Cremonese et Atalanta 2-2, non, X2. Ouais. Donc voilà, on revient à notre hockey sur glace. Moi, j'aime bien, mais je dis pas que je vais prendre ça, mais j'aime bien les buts à Fribourg-Lausanne. J'ai l'impression que Lausanne s'étend défensivement, on en parlera un petit peu plus tard, c'est pas la joie. Plus de 5 buts et demi, c'est à 1,95. Je trouve que c'est un petit peu haut. Et le seul petit bémol, c'est que Fribourg marque pas des pellets en ce moment, mais en même temps, à domicile dans un derby, ça peut aussi... Il y a toujours cette histoire du premier but ou de la première bonne série qui peut déboucher sur... pas mal de confiance pour un peu tout le monde. Ça peut être une piste. 4 buts contre Berne, 3 buts contre Davos, 3 buts contre Vexieux. Lausanne aussi s'est quand même marqué, donc c'est pas totalement aberrant. Après, on peut se poser la question de Genève à Langnau. Les cotes sont les suivantes. Langnau 2,55, match nul 3,85 et Genève est à 2,15. À l'extérieur, certes, à Langnau, on sait que c'est pas une équipe qui est simple à manœuvrer à la maison. Mais en même temps, à un moment ou un autre, Genève va devoir commencer à gagner les matchs. Je pense de manière assez urgente. Aller à Langnau, c'est quand même pas le pire des endroits pour gagner des points. Donc moi, je pourrais aussi faire confiance à Genève qui gagne là-bas. Absolument. Moi, je suis assez... comme ça, parce que à Rapperswil-Kloten, j'ai toujours de la peine à me dire, on suit quand même un peu moins ces équipes-là. Donc, c'est plus difficile. Je me demandais Zug à Bienne.
Mais Bienne, c'est l'autre que j'allais parler juste après, j'allais parler juste après. Parce que Bienne, c'est compliqué en ce moment aussi. Ils vont récupérer Grossman, Brunner et Kunti, mais Zouk peut aussi prendre feu. Il y a visiblement Giannoni Absolument, j'allais t'en parler. Qui est pas loin d'un retour. Je crois qu'on ne sait pas encore exactement quand est-ce qu'ils peuvent revenir. Mais par contre, ne pas négliger le fait que Zouk sera en back-to-back. Oui. Voilà. Zug m'intéresse aussi. Zug à 2,35. Bien, on en parlera après, mais il manque encore Elias Anderson qui est blessé à long terme. Donc ça, c'est aussi un sacré coup dur pour le HC Bienne. Sinon, Bern Davos à 2, Davos à 2,85. Je parle pas des matchs nuls. Et Zurich, j'en ai parlé juste avant. Si on veut s'amuser à jouer Zurich contre Ajoie, il faut prendre un handicap. Moins 12. Pas drôle. Moins 1 à 1,85. Donc Zurich gagne par plus d'un but d'écart. À Porrentruy. Ce qui est finalement presque une forme de respect envers Ajoie, de dire attendez, c'est pas non plus trop facile. On se rappelle des fois que pour avoir un 80, un 85, c'était moins 2 parfois, hein, absolument, voire moins 3 dans certains cas. Donc là, honnêtement, être simplement à moins 1, c'est tout à mettre au crédit des Jurassiens. Donc voilà, ça c'est les différentes options. Est-ce qu'on se fait un petit point sur les paris long terme? Est-ce qu'il y a eu des évolutions de cotes intéressantes? Pas vraiment. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que les cotes bougent pas trop. Lugano que j'avais pris à 31 est à 21 désormais. Mais ça reste assez élevé, mais Lugano fait un petit peu n'importe quoi, donc voilà. Pourquoi un petit peu? Voilà. Genève est toujours à 10 contre 1, ils étaient à 9,95, ça fait la dernière fois c'est monté à 10, mais voilà. Lausanne est en dessous de 8 contre 1, est à 7,95. Fribourg est toujours à 6 contre 1. C'est là où je me dis, les cotes elles sont assez peu dynamiques sur ce marché-là. Ouais. Alors que je trouverais chouette justement que ça évolue un petit peu plus, puis de te dire bon bah en fait je trouve que Fribourg fait un mauvais début de saison, mais peut-être que mais s'ils descendent à 12, 13 ou 14 contre 1, tu dis bon là ça devient intéressant. Là à 6 moyen, et puis les deux grands favoris Zurich à 4 et Zug à 5 contre 1. Voilà, Bern à 10. Et si vous écoutez Colfax depuis quelques temps, vous savez que j'aime bien cette équipe de Berne et je pense qu'elle est vraiment très 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 solide, donc ça peut aussi être une piste, mais peu d'évolution. Ajoie est à 150 contre 1 pour ceux qui ont envie de perdre 2 francs. C'est 2 francs. 150 au passage. Quand tu vois que quand tu réfléchis à la probabilité d'une chose d'arriver puis te dire que c'est 150 contre 1, en fait ça devrait être plus. Ouais. Il y a la probabilité est pas aussi basse que 150 contre 1 pour Ajoie, mais bref, ça c'est du détail. Ajoie est à 150, Cloton est à 80, Langnau est à 65 et Ambry est à 41, donc il n'y a pas une très grosse cote intéressante où tu dis sur un malentendu. La plus grosse cote c'est Lugano, c'est 21 contre 1, mais ouais. Lugano, faudrait qu'à un moment les choses se bougent là-bas. Et je pensais que ça allait arriver, mais toujours pas. Nadon Micheli avait dit que Gianni Nadi serait son dernier coach. Donc, est-ce qu'à un moment ou un autre, ils vont virer le duo pack Gianni Nadi, Nadon Micheli en disant bon, bah alors si tu veux pas virer le coach, on va virer le GM, hein, on va faire ça comme ça. Mais ça, c'est une autre histoire. On verra si Lugano est capable de se remettre un peu à l'endroit avec le retour de Calvin Turkov qui est prévu. Ça va peut-être aussi un petit peu aider du côté de la Corner Arena. Plutôt. Et retrouver nos choix vendredi matin sur nos réseaux sociaux. Jouer Sport, un jeu de la loterie romande. Commençons ces tops et flops avec l'ordre alphabétique, comme ça, il n'y a pas de jaloux. On commence avec Ajoie, qui va mieux depuis la prise de pouvoir temporaire de Julien Vauclair, et puis finalement l'arrivée de Greg Ireland, qui a perdu son premier match, mais qui a gagné le deuxième. C'est toujours bien de gagner devant ses supporters. Et je regardais aussi je crois que la moyenne de spectateurs est pas si mal non plus du côté d'Ajoie, pour dire, alors qu'ils ont quand même connu un début de saison qui est plus compliqué, mais maintenant ça doit être sympa d'aller à la Raiffeisen pour voir les matchs. Ouais, 20 matchs, 15 points. On parlait au début de saison que s'ils arrivaient à une moyenne de 1 point par match sur la saison, à arriver à une 50aine de points, ce serait pas mal. Là, ils y sont pas tout à fait, mais ils reviennent dans les temps de passage un peu plus proches du point par match.
C'est vrai que depuis un certain temps, c'est un petit peu plus positif du côté d'Ajoie. Sur la saison à 55, ça reste la 14e attaque et la 14e défense. Mais par contre, depuis 10 matchs et même à fortiori depuis 5 matchs, ça devient une équipe du milieu de classement actuellement. Donc c'est hyper positif. Le powerplay a du volume en leur faveur. Et puis en box-play, il y a moins de shoot en direction de leur goal. Donc le box-play est meilleur, le powerplay est meilleur. C'est une bonne équipe de transition depuis quelques temps, ce qui est une meilleure équipe de transition que depuis le début de saison. Et par contre, niveau forechecking, qui était la force du HC Ajoie, qui avait un bon forecheck, il continue dans cette direction-là, avoir la patte de Greg Ireland, ce qu'elle va donner, mais globalement, effectivement, il y a pas mal de signaux qui sont assez positifs là-bas. Est-ce que la paire, je crois, est-ce qu'ils jouent ensemble, Maurer et Onka, enfin, tu peux te dire, tiens, c'est un type de National League qui a beaucoup d'expérience, qui a déjà joué avec des étrangers, qui sait comment rester en défense si tout d'un coup il a son acolyte qui décide de prendre un peu les devants, et d'avoir un Onka qui est quand même... alors, on écoute Geoffrey Vauclair qui suit quand même, par la force des choses, un petit peu mieux Ajoie, parce que de temps en temps, il peut se déplacer au match. Et il avait aussi l'air de dire que depuis que Anthony Onka est arrivé, ça change un peu la donne par rapport à TJ Brennan. Moi, je l'avais mis, TJ Brennan, par exemple, j'ai mis 2 dans mes flops. J'ai quand même mis TJ Brennan. Et je me demande si ça, c'est pas un facteur X d'avoir Onka qui améliore un petit peu tout, qui est une pièce qui met d'autres gens en valeur aussi. Ouais, Brennan, je comprends que tu l'aies mis à cet endroit-là. Mais Onka, oui, c'est un super joueur. Il a un vrai potentiel. Donc ça va être intéressant de le voir se développer encore cette saison. Et je voulais juste venir sur les débuts de Belmar du côté d'Ajoie, qui commence par 2 matchs, 4 points, un but, 3 passes décisives. Ouais, on dira que il avait pas les jambes trop lourdes pour ses débuts avec le HC Ajoie. Bon début. J'ai pas quand même. On va pas commencer à faire les scouts de canapé en disant ouais, il est pas mal ce Belmar. Il me semble que je vois qu'il a du jeu lui. Hein. mais par contre, d'avoir un gars comme ça, je trouve déjà que ça. Encore une fois, chapeau. J'ai réfléchi au moment où je mettais mes tops et mes flops en me disant est-ce que je mets en avant Julien Vauclair parce que justement réaliser un coup comme celui-ci, Onka, etc. Puis en même temps. Je me suis dit, ouais, mais non, parce qu'il fait pas tout juste du tout. Il a quand même reviré un coach cette année. T'as un peu l'impression que c'est comme la Saint-Martin. À un moment ou un autre, ça arrivera du côté d'Ajoie, on vire le coach. Ouais, il faudrait que la Saint-Martin arrive un peu plus souvent que les coachs licenciés. Ce serait un bon début. Mais Belmar joue avec Sopaen et Tinen. C'est pas mal d'avoir un Julius Setinen qui est un finisseur justement, ouais. Et s'il peut avoir Belmar à ses côtés qui attire un peu la défense, Sopa peut en profiter aussi. Il a 2 points sur les 2 premiers matchs de Belmar. Si je suis autant au taquet sur Ken Sopa, c'est que j'ai réfléchi à le prendre dans mon équipe hockey manager, soit dit en passant. Ouais, ça se comprend. Je l'ai pas fait au dernier moment parce que tu sais qu'Ajoie va pas aller en playoff, donc ça fait 2 transferts, un pour le faire venir, un pour le faire repartir. Donc on n'a pas de transfert à perdre à ce moment de la saison. Mais si on avait transfert illimité, je pense que je me serais laissé tenter. Mais moi, mon flop, c'était Yannick Fischer, qui chaque fois qu'il est sur la glace, j'ai l'impression qu'il y a un peu de panique. C'est pourtant un joueur qui a 16 minutes de temps de glace. Et, une expérience relativement élevée. Une expérience, mais expected goals, le pourcentage, c'est le pire du HC Ajoie. Il est vraiment à la ramasse. Et quand il est sur la glace, c'est assez compliqué. Offensivement, il n'amène pas grand-chose, mais c'est pas ça qu'on attend de lui. Par contre, on n'attend pas ça de lui, mais on attend que défensivement, ça se passe bien. Et quand il est sur la glace, c'est vraiment pénible. Donc voilà mon flop. Mon flop, j'avais Brennan ou Palvé aussi, finalement, qui va avec l'arrivée de Belmar. Finalement, il faut le mettre dehors. En se disant... Là aussi, tu disais Julien Vauclair, d'avoir réussi à le parquer ailleurs pendant un moment où potentiellement il peut retrouver de la confiance. Oui. Je trouve que c'est un bon move d'aller 1 mois là-bas, parce qu'au pire, il joue pas, et puis au mieux, il joue, il retrouve un peu de confiance, puis il revient à Ajoie et il peut être de nouveau dominant. Donc ça, c'était... S'il y avait une cote sur la Loro, est-ce que Oula Palvé va revoir Porrentruy
hormis les matchs de Genève-Servette à Port-Entruy, je dirais non et je mettrais pas mal d'argent. Ouais. J'ai aucune information. Mais la lecture de la situation me fait me dire qu'il y a de bonnes chances. Erreur de casting, quoi. Ouais, et puis tu dis, bon, bah, avec tes Findus là-bas, comme dirait les Findus, comme dirait Michael Ngoy sur le plateau des Pécalistes, va avec les Finlandais à Genève, et puis, ma foi, tant pis, quoi. Je dis pas que ça va arriver, j'ai vraiment pas d'informations. Hein. C'est une sensation. Mais quand on sait qu'en plus, à Genève, Spacek, il y avait des petites rumeurs et tout, je peux comprendre que tu t'amuses à lier certains points potentiellement. En top, j'essayais d'être un tout petit peu plus... original. Ouais, mais à un moment, je me suis dit... Ok, tu veux mettre quoi Bravo, Marco Pedretti non, il faut quand même reconnaître que Turkulainen, il était annoncé comme étant un bon joueur parce qu'il avait été super fort dans le championnat de Finlande. Puis tu sais jamais ce que c'est une première expérience en Europe, comment ça va se passer. Ben, c'est un gars qui tourne à 1 point par match. C'est ce dont Ajoie a besoin. Même si De Vos maintenant est un petit peu remonté ces derniers matchs, là, il est vraiment incroyable. Je crois qu'il a quelque chose comme 10 points aux 6 matchs. Mais Turkulainen est un tout petit peu plus constant. Et tu parlais de Julien Vauclair en disant les castings qu'il a fait. Bah, si Palvé, c'est une erreur. Nettinen, faut voir avec Bellemare, ça a l'air de pas mal jouer et c'est un buteur. Turkulainen, c'est une réussite. Ouais, c'est une claire réussite. Moi, ce que j'aime bien chez lui, c'est sa capacité à scorer à 5 contre 5. Et ça, c'est ce qui manque beaucoup du côté d'Ajoie, parce que tu sais que c'est une équipe qui a du talent et le powerplay, ben, ça va marcher. Nettinen, il est hyper efficace maintenant avec Bellemare, ça va aider aussi. Mais il a 15 de ses 21 points à 5 contre 5, Turkulainen. Et ça, mine de rien, c'est assez impressionnant. C'est un des top 10 à 5 contre 5 de la ligue. Et on attendait beaucoup de lui, et moi, il dépasse un peu ce que j'attendais de lui. Donc, ouais, et j'ai hésité avec De Vos aussi, pas justement. De Vos, il est là depuis tellement longtemps qu'on oublie un petit peu que... Puis il a eu des périodes qui étaient pas faciles. L'année passée, la saison dernière, il avait plus de 10 matchs sans marquer ou 15 matchs sans marquer. Même ça, on comptait, mais non, mais c'est même beaucoup plus. Et la saison passée, il a 13 points en 37 matchs. Là, il en a déjà 14 en 20 matchs. Il a déjà 8 buts. C'est le double de la saison dernière. Sa meilleure saison en National League, c'est la toute première avec 38 points en 51 matchs. Et il part sur cette base-là. Ouais, chapeau, parce que après la saison dernière, t'aurais pu te dire ouais, compliqué. Et là, c'est sa dernière année de contrat à Phil Michael De Vos. Puis tu commences à te poser des questions en disant mais et si c'était ton 6 ou ton 7e étranger? Suisse aussi, il y avait cette question. Et il y a la question du passeport. Alors là, si le passeport tombe, alors là on n'en parle même plus. À 34 ans, il aura 35 au début de la saison dernière. Si tu as un centre suisse qui peut marquer une trentaine de points, tu sautes dessus. On passe à la suite du programme. Vu que vendredi, Ajoie reçoit Zurich, on l'a dit dans la partie pronostic. Et samedi, Ajoie va à Davos. J'ai les week-ends pour Ajoie, qui a 2 gros matchs. Mais en même temps, voilà, ces derniers temps, les résultats sont encourageants. Il y a eu cette victoire contre Ambry. Alors oui, il y a une défaite à Cloten, mais si tu gagnes tes matchs à la maison, déjà, ce qui a été le cas contre Langnau, 2-0, contre Ambry, 4-2, contre Rapperswil, 4-2. Les 3 derniers matchs à la maison ont été remportés par Ajoie. En fait, c'est ça. Ajoie va pas les ramener beaucoup de points sur la route. Par contre, s'ils arrivent à défendre leur patinoire de temps en temps ou à faire plus qu'un point et demi par match à la maison, ils vont déjà en gratter quelques-uns à gauche et à droite. Et puis attendre que peut-être en dessus, quelqu'un lâche des plumes à gauche et à droite. Langnau est en train de rentrer un peu dans le rang. Ils ont plus que 10 points d'écart avec Langnau, plus que ou encore. Mais quand tu vois où était Ajoie il y a quelques temps, le trend est quand même sacrément positif, je trouve. On avait aussi une question de Nino Bourges-Maldinez, qu'on a rencontré d'ailleurs à Prague, qui travaille en France, qui est un spécialiste de hockey français et aussi suédois. Selon vous, messieurs, quel impact peut avoir l'arrivée de Pierre-Edouard Bellemare à Ajoie sur la fin de saison du club? Sont-ils condamnés à être la lanterne rouge ou peut-il être la pièce qui manquait à l'équipe pour espérer mieux? Bon, alors je pense qu'il manquait malheureusement 2-3 pièces. C'est un peu ça le problème. Donc si il peut nous cloner deux autres Bellemare et les mettre en plus avec un passeport suisse, je pense que là on peut commencer à discuter. Mais malheureusement, je disais, si tu regardes les équipes devant, le problème c'est qu'Ajoie, si Ajoie veut ne pas être dernier, ça veut dire qu'il faut passer devant une personne. Bien joué, merci l'analyse. Mais devant, c'est Genève, ça va pas être Genève. Genève va pas tomber à la dernière place, je ne pense pas. Ambry, on peut quand même gentiment commencer à se poser des questions parce que après un bon début de saison, on dit Ambry, c'est
pas la folie, donc 9 points d'écart. Mais un match de moins. Lugano, on n'en parle pas. Langnau, 10 points, un match de moins. Après, c'est Fribourg. Puis après, tu dis, bon, alors Cloton, c'est l'équipe que tu imagines. Mais le problème, c'est que Cloton a 33 points déjà en 21 matchs. Et puis Mariameki, ça a l'air de bien fonctionner avec. Puis c'est toujours la même chose. C'est ces joueurs suisses qui... Je me disais, Ambry, au-delà de Kubalik, parce qu'à la rigueur, tu peux te dire, Kubalik, tu remplaces avec Turkulainen, tu fais du 1-1, tu te dis, un étranger dominant de chaque côté, ça s'annule. Mais après, c'est Tommaso De Luca, c'est Dario Burgler, c'est Inti Pestoni. C'est tous ces joueurs-là que, ma foi, Ajoie n'a pas. Après 20 matchs, le meilleur compteur suisse du HC Ajoie. C'est Marco Pedretti? Non, alors, allez. Oui, mais pas seul. Ouais. En plus, j'ai regardé j'ai un peu honte parce que j'ai regardé les classements des pointeurs des clubs. Ils sont 2 joueurs suisses avec 4 points. Il y a Arno Nussbaumer, ça c'est clair. 3 buts et une passe décisive, c'est Arno Nussbaumer et Marco Pedretti. Et Kien Sopa avec 4 points, mais lui il a 2 et 2. Donc les 2 meilleurs compteurs après 20 matchs, c'est 4 points. Comme tu dis, c'est là où... alors par contre devant ça joue bien. Turkulainen 21, Nittinen 18, De Vos 14, même Ezen 9 matchs 7 points, c'est tout à fait bien. Mais effectivement, après, si tu vas... On peut vite faire le test en direct, mais tu regardes juste Cloton en termes de statistiques. Et pourtant, tu as Simic qui a de la peine en ce moment. Exactement. Mais par contre, tu as un Raphaël Meyer à 9 points, donc 4 buts, Michel Ramel 9 points, Dario Meyer 7 points, Nolan Diem 6 points, c'est pas la folie, on est bien d'accord. Mais là, on parlait de 4 points après 20 matchs du côté du HC Ajoie. Et parce qu'après, comme tu dis, Altonen, un premier attaquant qui marque bien, d'ailleurs, lui, il se fout bien de nous aussi en termes de hockey manager l'année passée, il s'est bien foutu de nous. Maintenant, il marque but sur but, c'est incroyable. Keanu Derungs aussi, qui peut être pas mal. Exactement. Puis comme tu dis, t'as un Simic qui est vraiment à la peine. Et malgré ça, t'as des joueurs. Justement, je disais, Meyer, c'est 4 buts. Raphaël, donc, Dario, c'est 3 buts. Michel Ramel, c'est 2 buts et 7 passes décisives. Donc t'as quand même une deuxième vague qui manque beaucoup à HC Ajoie. Mais pour revenir à la question de base, je pense que Bellemare, il va bonifier la deuxième ligne ou la première. Mais bref, il va faire en sorte que les 2 premières lignes soient plus denses. Et on va pas se mentir, si Ajoie gagne des matchs, c'est parce que ces lignes 3 et 4 font jeu égal avec leurs opposants. Et c'est les lignes 1 et 2 qui doivent faire la différence. Donc oui, Bellemare va bonifier le HCA. Moi, je pense malheureusement pour le HCA Ajoie, pas au point de pouvoir passer de la 14e à la 13e place. Par contre, Ajoie est toujours dans une position où le but, c'est de se sauver. Et donc, avec un gars comme ça, t'as pas trop de soucis, surtout que j'ai l'impression qu'en bas, ça dit poliment, on pose un dossier, mais on n'a pas plus envie que ça, j'ai l'impression. En tout cas, du côté de Sierre, on attend encore un peu. Du côté de Chaux-de-Fonds, j'ai aussi l'impression qu'ils attendent que la rénovation des MLS soit effective pour pouvoir peut-être pour passer à la vitesse supérieure. Donc actuellement, je pense que Ajoie, sa place en haut est assez safe. Et puis pour Bellemare, s'il se dit qu'il fait une bonne impression sur la fin de saison et qu'il a envie de rester encore une saison en Suisse, peut-être que ça peut être un joli tremplin pour lui, même s'il n'a pas besoin d'un tremplin, j'ai l'impression, Bellemare, mais en tout cas une bonne première impression. Deuxième club, top et flop, Bienne. Alors, top en ce moment. Avant les top et flop, juste faire le point sur Bienne qui a perdu à la maison contre Langnau. J'aime pas jouer au jeu de je vous l'avais dit. I told you so, mais I told you so, quoi. J'ai un peu l'impression qu'on voyait venir que Bienne était légèrement bien payé, on va dire ça comme ça. Je crois qu'on a reçu un message aussi où c'est quelqu'un qui nous a dit oui, on s'était trompé, on n'avait pas dit que c'était Janet au goal contre Genève lors de la victoire 1-0. Parce qu'on avait mis en avant Setteri, mais j'étais là, mais ça enlève pas le fait que Setteri est vraiment très très bon cette saison et que par contre effectivement c'était Janet au but dans ce match-là. Et pour les paris sportifs, des fois, on va dire behind the scenes, je te dis je verrais bien peut-être pourquoi pas Bienne à Lugano, puis toi tu me fais j'ai pas tellement confiance en Bienne. Honnêtement, j'ai l'impression qu'ils vont se faire rattraper par la moyenne. Et ça a été 6-3 défaite à Lugano. Et derrière, il y a ce 1-0 qui fait chenille. Il y a une interview de Johnny Kneubuller après le match où il est un peu hagard, il sait pas trop quoi dire, il est
tellement frustré. On a l'impression qu'il veut pas jeter ses coéquipiers sous le bus parce que il sait qu'il est aussi pas, il fait aussi partie du. Il a quand même mieux joué. Mais on sent une vraie frustration dans sa part en se disant mais. Et tu le disais avant. Lias Andersson, on a appris qu'il était out pour 6 à 8 semaines. Je crois que c'est le haut du corps, c'est l'épaule. C'est le journal du Jura qui l'annonce, si jamais. Et le Bieler Tagblatt, effectivement. Ouais. Là, et Martin Steinegger, du coup, les gens se disent alors vous êtes sur le marché parce que il y a Löw qui manque, il y a Andersson qui manque. Non, il y a déjà le marché est très sec. Je vois pas pourquoi je prendrais quelqu'un. On fait avec ce qu'on a. Ok, je respecte alors grandement les gens qui se précipitent pas sur les étrangers potentiels juste pour faire le nombre, disant on prend quelqu'un. Mais là, quand même, j'ai l'impression que c'est difficile, surtout qu'on a un Eponiemi qui peine. Donc, Eponiemi qui est vraiment à la peine, effectivement. Puis ouais, le match à Lugano, c'était pas un excellent match, mais Lugano, on savait aussi qu'ils devaient à un moment réagir. Moi, c'est ce match à la maison contre Langnau qui me dérange parce que tu te fais tourner autour par Langnau. Premier tiers, 13 shoots à 4 pour Langnau. En termes d'expected goals, toute la soirée, ils ont couru derrière, évidemment, parce qu'avec un début de match pareil, mais même à la fin, sur les deux derniers tiers, t'as 20 à 20, alors que Bienne était mené au score. 8-6 le dernier tiers, mais il n'y a pas eu grand-chose. Le slot de Langnau était assez bien protégé. Et ouais, c'est pas surprenant, disons, dans ce qu'on voit dans les dynamiques du HC Ajoie. Depuis le début de saison à 5 contre 5. Dynamique HC Bienne, ouais. Depuis le début de saison à 5 contre 5, Bienne est la 13e attaque et la 13e défense. C'est la réalité du HC Bienne depuis le début de cette saison. Donc, ça ne veut pas dire, c'est des statistiques avancées, il y a toujours des régressions, tu peux surperformer ta moyenne, on en parlera pour Lausanne après aussi, tu peux gagner plus de points que ce que tu mériterais entre guillemets en termes de statistiques parce que tu as des dynamiques qui sont positives, parce que tu as la pièce qui tombe du bon côté. On peut en parler pour Fribourg tout à l'heure aussi. À un moment, elle tombera du mauvais côté systématiquement, puis il va falloir à ce moment-là justement faire le dos rond. Bienne a été excessivement bien payé depuis le début de saison. Sur les 10 derniers matchs, Bienne est la pire équipe de la Ligue en termes d'expected goals et en termes de corsi. Donc c'est à un moment ou un autre, tu peux pas avoir des statistiques pareilles et continuer à être dans le top 6. C'est pas possible. Et là, avec ces 2 défaites, Bienne est revenu à la 7e place. Ça veut pas dire que là, le trend doit forcément continuer comme ça. Par contre, qu'à un moment, il se ramasse un week-end à 0 points, comme ça a été le cas ce week-end-là, je l'aurais pas parié sur la défaite à la maison contre Langnau. Non, pareil. Mais c'est pas du tout un hasard. Mais ça m'a pas étonné, disons, en regardant ce qui se passait, en me souvenant de ce que tu disais sur les statistiques avancées, justement, sur ce trend, finalement, qu'à un moment, tu te fasses rattraper. Et évidemment, après, on va dire... Parce qu'une défaite 1-0, ça veut dire que défensivement, t'as tenu la route, effectivement. Après, heureusement que tu as un Seteri. Là, ce coup-ci, je crois que c'était lui qui était au but, c'était pas Janet. Il prend aucun but, il te donne... la possibilité de gagner. Effectivement, ces scores de foot, quand tu vas gagner 1-0 à Genève à la 60e, sur un but de Stampflick, il est pas chanceux, il faut le tenter tir, mais Ranta aurait eu le droit de l'arrêter, etc. Quand tu regardes aussi un peu la physionomie de la rencontre, tu te dis ouais. On a le droit de se dire que ces 3 points-là qu'on a gagnés chanceusement, on se fait rattraper en les perdant finalement à la maison contre Langnau de la même manière finalement. Et c'est terrible, moi, si on reprend les tops et les flops, moi c'est mon top. Et ce que je voulais dire aussi, c'était les blessures, même s'il ne faut pas... parler de cet hôpital du Seeland qui est quand même... Mais j'ai l'impression que souvent, saison après saison, on parle de ça. Je sais plus, je crois qu'il y a quelqu'un qui nous demande, mais est-ce qu'il n'y a pas un souci, finalement, au niveau de la préparation à Bienne, on a l'impression qu'il y a vraiment beaucoup plus de blessés qu'ailleurs. J'ai l'impression que c'est quand même plus... Je pense que c'est aussi une question de hasard. Que quand t'as une commotion comme Gaëtan Haas, à un moment ou un autre, tu peux être le joueur le mieux préparé au monde. Voilà, ça peut t'arriver. Ça peut arriver. Et effectivement, par contre, juste pour se rendre compte de l'ampleur de la situation, c'est vrai que ne pas parler des blessures... les équipes ont raison de ne pas parler des blessures en disant ma foi, à nous démerder, mais on doit aussi nous dire quand ta défense t'a
Christ, Blessing, Stempfli, qui sont quand même pas des joueurs expérimentés, on va dire ça comme ça. Il manque Löw, il manque Grossman. Il y a Delémont qui est en train de revenir gentiment, mais en même temps, vu qu'il a déjà signé à Cloton, on va pas lui donner des minutes de jeu au détriment d'un Gaël Christ qui est ton jeune que tu fais monter. Donc la défense, c'est compliqué. Et puis après, tu as 2 premières lignes offensives qui tiennent tout à fait la route, mais quand tu es ligne 3 et 4, la 3, c'est Schlepfer, Nicolas Müller, Barhoffner, et la 4, c'est Nolan Catin, Luca Christen, qui est un défenseur, on rappelle, et Jamie Villard. Fils de Daniel Villard. Exactement. Elvis Schlepfer, fils de Kevin Schlepfer. Je comprends qu'on dise, Bienne est la pire équipe de la Ligue pour une raison. Actuellement, c'est que Bienne a peut-être pas le meilleur contingent de la Ligue non plus. Il y a une défense qui est décimée, il y a une attaque qui est... je viens de dire, les lignes 3 et 4, désolé, mais c'est un peu compliqué. Et maintenant vient encore s'ajouter à ça la blessure à long terme de Lias Andersson. Ça veut dire que tes 4 centres contre Langnau, c'était Lias Andersson, Eponiemi, Nicolas Müller, Luca Christen, qui est un défenseur. C'est-à-dire que là, en l'état, ton centre numéro 1 deviendrait Eponiemi. Donc à un moment, il va peut-être falloir remettre Salinen au centre pour densifier à cet endroit-là. Mais si tu densifies au centre, comment tu fais? Parce que sur les ailes, tu te déplumes, super. C'est vraiment compliqué. Bien n'est pas aidé. Disons que la chance pour le HC Bienne, c'est que les points ont été faits à un moment donné où c'était peut-être pas justement mérité entre guillemets. Mais ils ont fait ces points-là et ça leur fera du bien un peu plus tard parce que là ils vont entrer dans une période quand même assez difficile. Mais on disait, il y a Grossman qui revient, mais Löw est toujours pas là. Et on parlait de Radgeb avec Löw, qui était peut-être un de ce joueur, de ce type de joueur. On se souvient de Joe Salozan l'année passée aussi avec Glauser, qui permettait d'avoir une vraie paire de défense un peu all-around, qui était capable d'être assez forte en attaque, assez bonne en défense et à 5 contre 5, qui est quand même le benchmark, ce qu'on va prendre le plus pour... parce que si tes unités spéciales ne marchent pas, il faut que ton jeu à 5 contre 5 joue. Donc, t'as Löw qui est pas là, t'as Grossman qui revient, t'as Brunner et Kunti qui reviennent, mais ils ont aussi un certain âge, donc tu sais qu'ils peuvent potentiellement rechuter. Ce qui est toujours pas dans les gars qui doivent revenir. Il doit ronger son frein, malheureusement, avec cette commotion. Difficile de passer la vitesse supérieure quand tu dois à peu près compter sur un pétard de Rayala qui a été fantastique contre Lugano, mais ça t'a quand même pas permis de gagner. Et quand t'as un Eponiemi que vraiment, là j'ai de la peine à me dire ce qui ne va pas avec ce joueur, parce que il a failli marquer un but, il a touché la transversale lors du dernier match, mais il n'est pas impactant. Et tu peux pas avoir un joueur qui est, à la rigueur, qui va pas marquer 1 point par match, certes, mais là c'est qu'il est vraiment tellement peu impactant sur le jeu que ça pose quand même un problème. Si t'es suisse, quand t'as Kunti, Brunner et As sur les plots, tu disais, même des fois, même Ramon Tanner qui a eu marqué des goals, s'il est même pas là non plus, il faut bien qu'il y ait des gars qui se lèvent. Et malheureusement, on n'aime pas trop toujours taper sur les étrangers, mais le fait est qu'il doit produire plus. Ouais, alors c'est mon flop, sans aucun doute. Moi, pareil. Il n'y a pas besoin de réfléchir plus longtemps, je te donnerai mon top juste après. Mais oui, t'attends plus de lui. Il a c'est l'attaquant le plus utilisé du HC Bienne depuis le début de saison. Il a un but et cette passe décisive, c'est... La saison dernière, il a été pas mal blessé, mais quand il est revenu, il met 17 points en 22 matchs. Je l'avais pris à Hockey Manager sur la fin de saison. Il avait été tout à fait bien. On parle quand même d'un joueur qui était dans une équipe de NHL en 22-23. Il a certes que 10 matchs, mais quand même... C'est pas un mauvais joueur, Eponiemi, mais c'est vrai qu'il peine à... Puis dans un contexte qui est favorable, il me semble, à Bienne, un joueur à un gabarit favorable pour jouer en Suisse. Enfin, tout va bien normalement. Tu vois pas un drapeau rouge où tu dis lui, plus compliqué. Donc ouais, puis on va pas taper trop longtemps sur lui. Mon top, c'est Yannick Nebuler, parce que je savais que tu mettrais Satteri. On a beaucoup parlé d'Harry Satteri depuis le début de la saison, et je pense que, à raison, à mon avis, c'est l'assurance vie du HC Bienne. Mais Yannick Nebuler, il a déjà 9 points, il a 4 buts, 5 passes décisives. Il joue en powerplay, il joue en boxplay, il est intelligent sur la glace, il apporte justement, là, c'est là où un joueur comme ça est utile. C'est que là, il joue sur une ligne très offensive avec Eponiemi et Salinen, mais quand tout le monde est de retour,
si Gaëtan Hassel là, si Brunner et Kunti sont là et produisent offensivement, il n'y aura aucun souci pour le faire un tout petit peu redescendre dans l'alignement. Il est capable de faire ce tampon-là. Et pour sa première saison à Bienne, moi je trouve qu'il livre vraiment. Et tu dis, ben voilà, c'est un joueur de 28 ans, il est dans la force de l'âge, il a même encore une marge de progression. Et il montre, là, il est en train de partir sur sa meilleure saison en carrière. Si on extrapole sur 52 matchs, il part sur 22 points. Sa meilleure saison, c'était 19, la saison dernière, avec 9 buts. Donc, moi, je trouve que son arrivée à Bienne, c'est une franche réussite. Je voulais juste... je vois que j'avais noté Pessonen 3 matchs de suspension avec un point d'exclamation. Je suis un peu surpris. Je trouve que la charge a été vraiment... pas très joli. Ça doit pas passer entre les mailles du filet, ça, non? Je trouve que... mes 3 matchs, je trouve que vraiment, il est quasiment à l'arrêt. J'essaie de ne pas utiliser le terme blindside, mais il vient du côté où il ne peut pas le voir. J'étais surpris en plus de la part de Pessonen, qui est plutôt un joueur que j'ai l'impression qu'il est un joli joueur et pas un joueur comme ça. J'ai l'impression qu'il a un peu pété les plombs. D'ailleurs, on a une question sur l'arbitrage. Ouais, tu peux la lire. Tout d'abord, merci pour votre podcast. Ensuite, j'aimerais ouvrir un sujet fâcheux. Est-ce qu'il existe des sanctions contre les arbitres? On a assisté samedi dernier à 2 charges horribles contre Pedretti et Anderson qui méritaient clairement 5 minutes à mon sens, mais aucune pénalité n'a été sifflée durant le match. Sachant que ça peut clairement tout changer durant un match, alors effectivement, est-ce que les arbitres sont pénalisés pour ce genre d'événement? J'aime pas tirer sur les arbitres, mais pour moi, au moindre doute, il faudrait aller voir la vidéo. J'aimerais bien avoir votre avis sur le sujet. Les sanctions, les arbitres, ils sont étudiés, ils sont observés, ils sont analysés à la vidéo. C'est Nicolas Fleury d'ailleurs, je crois, qui est le chef des arbitres. Absolument, Voilà. absolument, qui a été nommé chef d'arbitre cet été. Durant l'été, il a pris ses fonctions. Il est souvent dans les patinoires. Oui. Chaque match est supervisé par quelqu'un. Donc, oui, ils sont débriefés. Est-ce qu'ils sont sanctionnés au sens... Je sais que... faut voir, maintenant, avec Nicolas Fleury, il y a une nouvelle direction qui est en place. Mais je sais qu'avant, avec Fischer... Ouais. Ça marchait un peu droit, on va dire, et suivant comment tu étais très vite mis par le fond. Quand je dis par le fond, ça veut dire en Swiss League, ou mis à l'arrêt à un moment, ou parce que c'était la carotte et le bâton, mais c'était surtout le bâton, quoi. Et donc, je pense qu'il y a un changement à ce niveau-là. Il faudra voir comment ça se passe avec Nicolas Fleury et son management. Je peux imaginer que ce serait un management largement différent, qui était souhaité par je voulais dire par tous les arbitres. J'ai pas parlé à tous les arbitres, mais alors par tous les arbitres à qui j'ai parlé, ou presque, je pense que c'était souhaité. Donc là, c'est wait and see concernant comment les erreurs manifestes sont gérées. Par contre, ce que j'aime bien dans la question, quand il dit que selon lui, dès qu'il y a un doute, c'est vidéo. Mais oui. Là maintenant, on a ouvert cette porte en disant mets 5, va à la vidéo, regarde. Et s'il y a rien, tu peux mettre 0. Ouais. Tu peux revenir. Avant, il y avait cette règle complètement absurde qu'il fallait de toute façon mettre quelque chose. Au pire, c'était 2 minutes. Et en fait, tu pouvais voir qu'en gros, il s'était rien passé. Mais désolé, écoute, tu restes 2 là parce que, en fait, vu qu'on avait levé le bras, on doit mettre 2 minutes. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, on peut. Donc, là, je sais pas. Sur les 2 charges en question, effectivement, tu vois, Pessonen, derrière, il est pas pénalisé sur le moment. Il prend 3 matchs derrière. Tu dis, attends, il a pris 3 matchs de suspension dans cette ligue où les suspensions, elles sont rarement très élevées. Ouais. 3 matchs, c'est une vraie suspension, disons. Ouais, là, ça doit être visionné à la vidéo. Et s'ils vont à la vidéo à ce moment-là, c'est une évidence. Il finit pas le match. Et bien sûr, ça change tout. Pedretti, c'est Costner qui lui vient dessus aussi. Mais n'importe quoi. Quand j'ai vu ça en live, j'étais là. C'est vraiment ce réflexe. Presque, tu as envie de te protéger quand tu vois cette charge. Je me dis, mais non, mais pourquoi on sait bien que ça se joue vite, que c'est un sport il y a quand même des contacts et tout, mais je me dis, dans certains cas, c'est surtout, t'es pas obligé de le faire. Il y a des fois où c'est plutôt la faute à pas de chance, tu y vas un petit peu trop fort, c'est contre la bande, tu sais que le joueur peut... Des fois, on a eu cette sortie que j'aimais des fois pas tellement, de dire, il s'est mis dans une position vulnérable, mais je comprends, en discutant avec des anciens joueurs ou des joueurs actuels qui comprennent ce concept de se mettre en danger, parce qu'on doit apprendre aux jeunes à faire un petit peu aussi attention, à être conscient de ce qui se passe autour d'eux, mais là je trouvais que c'était moche. Surtout quand derrière tu vois qu'Elias Anderson est blessé en plus, à long terme. Enfin, c'est malheureux. Alors tu me diras, la blessure elle n'est pas forcément conséquence de la gravité ou non d'une action, mais
Absolument. Ouais, Pessenen, 3 matchs et pas sanctionné sur le moment. J'entends et je pense, nous aussi, je crois qu'on essaye quand même toujours d'être assez, comment dire, pondéré. Ouais, voilà, et puis de donner le bénéfice du doute aux arbitres en disant bah ouais, mais il se passe tellement de choses, ça va vite, ils peuvent rater des trucs, un joueur il peut rater une passe, un joueur peut rater une cage vide. Un arbitre peut rater un truc, mais l'arbitre a cette occasion de se dire ouais, ben là j'ai un doute, donc dans le doute, on va là-bas. On a cette option. Le joueur qui rate la cage vide, il peut pas dire dans le doute, attends, on va recommencer une fois tranquille, puis là je la mets au fond. Mais l'arbitre là, cette option-là. Et je trouve qu'il devrait plus l'utiliser. Oui, on veut que les jeux soient fluides et qu'on passe pas 50 heures à la vidéo tout le temps. Mais dans des cas où il y a une vraie action litigieuse, tu dois y aller. Je voulais juste encore revenir sur 2 petites stats que j'avais notées comme ça pour Bienne. C'était le nombre de tirs du slot. 11,95 en moyenne, c'est la 13e équipe sur 14. Je me suis dit, ça allait de pair avec ce que tu disais sur les 10 derniers matchs, en disant, c'est la moins bonne équipe. Et puis, une stat qui est, je sais pas si les Américains diront la stat of the weird, un peu la stat un peu bizarre. Je sais pas si elle a beaucoup d'impact, mais 5 tirs sur les poteaux. Berne en a 18, Zug en a 16 et Lausanne en a 15. Et je me disais, tiens, c'est drôle d'avoir aussi peu. C'est l'équipe qui tire le moins sur les montants. Alors, est-ce que c'est parce que c'est l'équipe la plus précise parce qu'elle tire dedans, mais j'ai plutôt l'impression que des fois, quand on parle de malchance pour expliquer, j'aurais plutôt tendance à dire que Berne qui tire 18 fois sur les montants, quand à un moment tu disais, vous verrez, Berne, normalement, il mérite mieux. Ça pouvait peut-être faire aussi... on pouvait peut-être faire une petite corrélation avec les tirs sur les montants qui... Alors que Berne a 72 buts marqués et Bienne en a 46. Voilà. Non, c'est clair qu'il y a un gros problème d'offensive à Bienne, mais... Pour les raisons qu'on a déjà évoquées. On va passer à Fribourg-Gotteron. La partie Ligue des Champions a déjà été passée. L'intégration de Lindenwey également. Par contre, news cette semaine, j'ai annoncé lundi, c'est pas confirmé, mais j'ai de bonnes chances de croire que ça va se faire. J'ai pas écrit que c'était fait, mais j'ai de bonnes chances de penser que ça va le faire. Fribourg-Gotteron va engager, ou devrait plutôt engager Patrick Nemeth, défenseur du CP Berne, et Michael Kapla, défenseur de Rögle en Suède, pour remplacer Andres Borgman et Ryan Gunderson pour la saison prochaine. Pour ceux qui ne connaissent pas Patrick Nemeth ou qui ne voient pas beaucoup jouer le CP Berne, c'est un colosse. On va dire ça comme ça. C'est un grand défenseur, c'est un gros défenseur. Il a 32 ans suédois. Il a joué en U20 pour Roger Renberg, qui était sélectionneur national U20 à l'époque. Il aura 33 ans, donc en début de saison prochaine. Selon Lead Prospect, il fait 1m92 pour 103 kg. C'est un joli bonhomme. Immense expérience NHL pour un joueur qui vient en Suisse, on est bien d'accord. Hein. Mais il a joué de nombreuses saisons en NHL. Il a 500 matchs de NHL durant sa carrière, ce qui est quand même, ça te pose un défenseur. Depuis son arrivée à Berne, il a joué 2 saisons, 41 matchs, 12 points la saison dernière, 22 matchs, 10 points cette saison. C'est pas sur ça qu'on l'attend. C'est aussi, mais pas que. C'est un défenseur qui est complet, mais c'est surtout un défenseur qui est solide. Dans le puzzle, si ça venait à se faire, d'avoir un Patrick Nemeth quand tu as déjà sous contrat Glauser, Radgeb, qui sont 2 défenseurs à vocation assez offensive, Streulet qui prend cette direction-là de joueurs qui sont capables de porter le puck, capables de faire une bonne première passe. T'as pas besoin d'en avoir 8 des comme ça. Je pense que dans le puzzle, c'est une vraie bonne idée et je ne pensais pas que Nemeth puisse partir de Fribourg, mais de Berne. De Berne, a fortiori pour Fribourg, mais visiblement je pense que c'est fait ou ça va se faire. On m'a encore reconfirmé depuis que j'avais pas écrit de conneries, ce qui est quand même pas mal. Et l'autre, Michael Kapla, américain de 30 ans, qui a eu une explosion assez tardive qui est liée au fait qu'il a fait 4 saisons de NCAA, donc ça te fait rentrer dans le monde professionnel un petit peu plus tard. Ouais. Il joue 5 matchs avec les Devils. Il n'a jamais été drafté. Il joue 5 matchs avec les Devils. Ensuite, il n'a jamais revu la NHL. Par contre, il a fait 3 saisons en AHL avant de venir en 2e division suédoise où il était trop fort pour la 2e division suédoise, clairement. Et là, il joue sa 4e saison en SHL. Il a commencé à Skellefteå, 52 matchs, 19 points. Puis Rögle pendant 2 ans. Et il a 28 points chaque saison. Défenseur très offensif,
que là aussi je me dis, et je minimise absolument pas le travail du directeur sportif Gert Senezern, mais si un défenseur qui joue en Suède depuis de nombreuses années est engagé par Fribourg-Gotteron, je me dis qu'il y a en tout cas la validation de Roger Rönnberg, qui le voit et qui le scout depuis son arrivée en Suède. Exactement, non, je pense que ils ont besoin d'avoir, si tu ne gardes pas Gunderson, tu as besoin automatiquement d'un défenseur offensif. Pour moi, la construction du top 4 de Fribourg doit être finalement Nemeth, Radgeb, Glauser, Kapla. Finalement, peu importe dans quel ordre tu veux les mettre. Mais... Non, mais Nemeth, Radgeb, je pense que c'est une belle idée. Et avec toujours cette possibilité, si effectivement Radgeb ne se ressort pas du trou dans lequel il s'est mis tout seul, finalement, d'avoir un Streulet qui est capable finalement de reprendre ça, d'avoir cette place-là, d'avoir cette latitude, finalement, d'avoir un gars qui est un jeune que tu peux monter potentiellement, ça peut minimiser l'impact négatif que pourrait avoir un Radgeb qui ne retrouve pas son truc, quoi. Ouais. Et il reste du coup Seiler et Dufner et Diaz en défense qui n'ont pas de contrat actuellement. Est-ce qu'à un moment Diaz va vouloir rejouer une année supplémentaire ? C'est pas impossible. En tout cas, il est tout à fait à niveau cette saison. Il est pleine forme, pas blessé, donc why not ? Les tops et les flops. On va faire assez rapidement, mais Streulet fait partie sans doute des tops. Pour te dire, j'ai mis Dort. Puis quand tu as dit Streulet, je me suis dit, Dort et Streulet, ça aurait été mes deux tops. Parce que c'est difficile de trouver des tops, je trouve, à Fribourg en ce moment. Et du côté des flops, j'avais mis Radgeb et Motet, oulala, qui est extraordinaire. C'est vraiment... qu'est-ce que je suis malin. Personne n'aurait dit ça. Après, en même temps, à ce moment-là de la saison... Tu veux pas commencer à dire alors je trouve que sur son mauvais côté Yecker est peut-être un peu de temps en temps en difficulté. Alors c'est mon flop. Voilà. Tu sais que t'es plus malin que tout le monde. Au bout d'un moment, Kylian Motet, 21 matchs, 4 passes décisives, 0 but. Mais je comprends quand même pas. Quand t'as beau me l'expliquer, me lancer les stats comme ça, je me dis mais j'arrive pas à comprendre ce qui se passe quand on sait que certes, mais tu me diras un mot c'était Ugly, mais Ugly c'était pas la même, c'était un bon buteur honnête. Motet c'est une autre catégorie, c'est un international déjà, voilà, un ex, mais il a joué les derniers Jeux Olympiques avec l'équipe de Suisse. C'est exactement, il a été capable de marquer plus de 45 points en une saison, donc c'est là où on comprend pas et j'arrive pas à m'expliquer. Pourtant, j'ai l'impression qu'il est quand même pas mis dans les pires conditions. Alors il y avait cette position au power play au début de saison qu'on comprenait pas. Oui. T'avais l'impression qu'il jouait aux apprentis sorciers en le mettant en bumper. On était là, mais voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Mais c'est là où je pense que nous, peut-être des fois à tort, mais on a toujours tendance à se dire mais nous on sait moins bien que les techniciens et je pense que c'est une posture qui est saine à avoir quand tu donnes ton avis sur des trucs ou quand tu vois des choses en disant mais attends, s'ils le font c'est qu'il y a une raison à laquelle je ne pense pas ou que je ne vois pas. Moi je suis pas là à tous les entraînements, ils savent mieux que moi. Je pense que c'est sain d'avoir cette base là, mais à un moment quand on voit ça on doit se dire mais pourquoi ils font ça en fait à ce moment là, je ne comprends pas. Et quand je dis quand tu dis j'ai l'impression qu'il y a 9000 personnes dans la BCF Arena, il y en a peut-être 5-6 000 qui pensent la même chose. Qui se disent aussi, et qui ne sont pas plus bêtes, plus malins, mais qui se disent nous, on vient voir les matchs de Fribourg depuis quand même quelques années, on est abonnés, on voit ce qui marche bien, et on se dit, ce qui est bizarre de vouloir changer tout d'un coup le Surtout truc. que le powerplay de Fribourg-Gotteron était excellent la saison dernière. Alors après, il y avait cette arrivée de Radgeb qui donnait deux défenseurs très différents entre Gunderson et Radgeb à la ligne bleue, un avec un tir beaucoup plus fort, l'autre avec des tirs qui sont beaucoup plus placés, avec un bon jeu de passe. Gunderson avec Sørensen d'un côté, ça marche bien. Je comprends cette volonté-là, mais d'un autre côté, tu dis alors si tu mets Radgeb avec Motet à la place de Sørensen sur le même côté droit, ça peut peut-être bien marcher, ou alors Sørensen, il peut être partout, Sørensen, c'est pas un souci. Le powerplay de Fribourg était une force, ça ne l'est plus, donc c'est vrai que c'est incompréhensible. Et là, on se retrouve avec un Kylian Motet, pour parler d'actu, contre Växjö, il se fait bencher en fin de match. Ouais. Et
On se rappelle, c'était un peu, on avait l'impression que c'était un peu le souffre-douleur de Christian Dubé. Et ça fait un peu comme le prof, il en prend un en grippe pour mettre les 24 autres au diapason. Mais je pense que ça, c'est une école qui est désormais révolue, que nous, on est juste vieux. Mais que ça allait se changer maintenant pour Kylian Mbappé. Et non, il a peu d'impact sur le jeu. Il est brouillon et ouais, ça se voit dans ses statistiques. Hein. Là, au bout d'un moment, je vois pas qui d'autre mettre en flop. Oui, Radgeb marche aussi. Si tu dois en mettre deux, tu dois mettre les deux parce que c'est lui le gros transfert de l'été. Il apporte pas grand-chose offensivement. Il fait beaucoup d'erreurs défensives. Mais on n'est pas au même niveau que Motet parce que Motet, en plus, moi, je comprends pas. J'ai posé la question, mais si tu veux envoyer Motet un week-end à Turgovie en disant allez, va, est-ce qu'ils ont le droit théoriquement de le faire? Ils ont le droit. Il n'y a rien contractuellement qui l'en empêche. Licence B à Turgovie. Va là-bas, tu vas te remettre en confiance. T'as pas marqué de but en championnat depuis la saison dernière. Va mettre un but contre Bellinzone, ouais. Va te remettre en confiance, va jouer. Mais après, il faut. Je trouve qu'à un moment, Motet avait été envoyé en tribune une fois ou deux. Mais à un moment, tu dois aussi taper du poing sur la table. Un entraîneur, il doit se faire respecter. Et moi, je trouve que ce qui se passe avec lui depuis le début de saison, il devrait avoir des conséquences. Et il n'y en a pas vraiment. Alors oui, il se fait de temps en temps bencher en fin de match, il se fait mettre en 4e ligne, etc. Et après, voilà. On sait aussi qu'un Kylian Mbappé, c'est un joueur qui peut se réveiller assez rapidement puis devenir assez efficace en un temps assez court. Mais là, ce qu'il montre sur les 21 premiers matchs, c'est vraiment triste. La suite du calendrier pour Fribourg, c'est, on disait, le match contre Lausanne, derby important pour les deux équipes, pas pour les mêmes raisons, mais de toute façon, c'est des matchs qui sont spéciaux. Et puis derrière, c'est un déplacement à Ambry qui va pas super. Donc, le Di Domenico, on va dire ça comme ça. Mais voilà, ça sera intéressant à suivre en tout Exactement, cas. Surtout que Fribourg-Gotteron, pour parler encore 2 secondes du moment, on va dire ça comme ça, est une équipe qui va un peu mieux dans ce qu'elle montre sur la glace. Après, en termes de... C'est la meilleure défense en termes de Corsi against, et c'est la deuxième attaque en termes de Corsi fort. Donc ça, c'est toujours une équipe qui produit beaucoup de volume offensif, qui laisse peu de choses passer. Par contre, toujours en termes d'expected goal, c'est la 9e attaque. Donc en gros, on est toujours sur une attaque qui produit beaucoup de shoots, mais qui produit moins de shoots dangereux. Par contre, la défense s'est encore resserrée ces derniers matchs. Là, on voit que l'équipe a l'air un peu mieux en place. Ça fait une 20aine de matchs. Il était temps, disons. Mais par contre, la bonne nouvelle pour Fribourg-Gotteron, c'est que devant, ça patine. Dans le mauvais sens du terme, au sens routier du terme, ce qui n'est pas une bonne idée. Si ça patine en termes hockeystiques, c'est une meilleure nouvelle, mais là, c'est en termes routiers cette saison. Fribourg est revenu dans le top 10. À prendre avec certaines pincettes quand même, parce que Fribourg a 21 matchs et au point par match, Fribourg est toujours en dessous du top 10. Mais il y a du mieux, comme tu le disais avant, cette victoire à Davos, elle sortit de nulle part. Puis je parlais tout à l'heure de pièces qui tombent systématiquement du bon ou du mauvais côté. Là, si la pièce de temps en temps, elle tombe du bon côté, c'est-à-dire une victoire au tir au but, oui, c'est qu'un point de plus par rapport à la défaite. Mais quand même, la différence au classement, finalement, elle va quand même se voir petit à petit. C'est la pièce qui tombe du bon côté avec la pénalité de match de Zadina et être capable d'en profiter. Au passage, la passe de Sørensen pour Delarose. Magnifique. Extraordinaire. Et Sørensen, comme il est content, comme il manifeste sa joie, je me disais, est-ce que des fois on aime bien voir des signes qui nous font dire qu'il y a quelque chose qui peut changer. Je me suis demandé si ça avait peut-être changé quelque chose parce que il fallait profiter de cette pénalité de 5 minutes. Bien sûr, elle intervient au pire des moments pour Davos, mais pour moi, il sort le genou. Zadina, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette faute. Et elle est bête d'ailleurs de sa part. Des fois, il avait en NHL, il a eu quelques petits soucis, Zadina. Oui. Et je dis pas que c'était un Zorgenkin, mais on se disait qu'est-ce que c'est. Pourquoi est-ce qu'il arrive? Pourquoi est-ce qu'il vient dans le championnat de Suisse? Peut-être que ça fait partie de ce genre de choses où les entraîneurs NHL pourraient dire plus jamais ça, quoi. Ouais, absolument. On va terminer, avant de passer à Lausanne, on va passer à Genève, qui, tu le disais avant, ne connaît pas un championnat extrêmement productif pour l'instant. Et je crois qu'une des stats aussi assez incroyables, c'est le nombre de matchs, le nombre de points à la maison. Là, la Coupe d'Europe fait que, tout d'un coup, si on regardait ça comme ça,
on va dire, un œil extérieur qui regarde la saison de Genève Servette, puis qui voit ces matchs-là, il se dit « Oh, dis donc, 12 goals en 2 matchs, c'est quoi, contre Lausanne, qui est une équipe classée top 3 ? Ah ouais, super !» Ben, ouais, en Coupe d'Europe, très bien, mais en championnat, c'est clairement pas ça, quoi. Non, bah clairement. Et moi, en fait, je comprends pas cette équipe. Je suis désolé, j'ai pas... Alors oui, on nous parle des blessés, etc., mais moi, je suis... Deuxième powerplay à plus de 30%, meilleur box-play à quasiment 90%. Ouais. Pourquoi ça va pas ? 10e défense, 8e attaque, unexpected goals. 11e équipe en termes de Corsi dans la ligue. Donc, c'est pas une bonne équipe à 5 contre 5. Les situations spéciales les sauvent jusqu'à un certain point, mais pas suffisamment. C'est compliqué. Et ouais, j'étais en train de dire, on nous parle des blessés, je suis d'accord, il y en a. Mais si tu regardes l'alignement de Genève Servette qui perd contre Cloton l'autre soir, on parlait des blessés à Bienne avant, c'est quand même un autre délire, j'ai l'impression, que ce qui arrive à Genève. Alors oui, c'est rageant, mais cette équipe-là doit avoir de meilleurs résultats que ce qu'elle a actuellement. Et parce que ta défense, c'est Vatanen, Chanton, Berny, Carrère, Lecoultre, Jacquemet et Schneller. Il n'y a rien à dire. Non. Et devant, tes centres, c'est Joris, Maninen, Spacek, Pouliot. Encore une fois, ta colonne vertébrale, elle est tout à fait en place. Quand on faisait la liste de Bienne, voilà. On était là. T'avais un défenseur qui était Nicolas Muller, première année en Suisse. Et alors oui, bien sûr, t'as une ligne Cavalieri, Joris, Bertagia. Mais je pense que si tu dis à Bienne, on échange la 4e ligne contre la vôtre. Je pense qu'ils disent oui. Hein. Ouais. Entre Catin, Villard et puis Christen, ou bien Bertagia, qui est quand même il a quand même joué en équipe de Suisse aussi. Voilà. Miranda, Spacek, Palvé. Après, t'as Imech. Alors évidemment, c'est un jeune qui vient là avec Pouliot et Maillard. Maillard aussi, c'est pas la folie, mais si ta 4e ligne, c'est ça. Ta 3e ligne, t'as Joris au centre de Bertagia et Cavalieri. Et après, t'as 2 premières lignes qui sont quand même solides. Là, le trio finlandais plus Palvé, Spacek, Miranda. À un moment, tu dois gagner plus de points que ça. Oui, elle est blessée. Oui, il ferait du bien d'avoir un peu plus de... Bah oui, Tanner Richard, évidemment. Hein. Bah, il manque évidemment Tanner Richard. C'est ça. Mais c'est un joueur de centre. On en a parlé. La colonne vertébrale de Genève Servette est solide. Il manque Luka Ischier, c'est clair. Mais en même temps, on l'a déjà dit. Il manque Luka Ischier, mais tu sais qu'il va à un moment manquer Luka Ischier. Oui, mais Luka Ischier, il te manque. Mais quand tu as un Gaëtan Haas qui te manque sur le jeu à 5 contre 5, sur le powerplay, potentiellement sur le box-play. Là, tu as tes 3 Finlandais, ils sont là. Donc, ils sont fantastiques, mais en plus, ils sont là tout le temps. Donc, tu peux te permettre d'avoir cette ligne qui fonctionne très, 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 très bien. Qui va, alors évidemment, il ne faut pas qu'il y ait que cette ligne qui marche, parce que sinon, si tu arrives à la bloquer, mais bonne chance quand même, parce que pour bloquer ces 3 gaillards, c'est pas simple. Mais derrière, on disait, t'as Spacek qui est un des meilleurs compteurs du championnat l'année passée, avec Palvé qui est un bon joueur de hockey, Miranda qui est aussi un joueur qui évolue en équipe de Suisse. Il n'y a pas beaucoup d'équipes finalement qui peuvent se targuer d'avoir 2 premières lignes aussi fortes, et finalement avec Joris, avec Pouliot, d'avoir quand même 2-3 pièces à côté qui sont pas dégueulasses. Hein. Et Bertagia, qui est quand même pas un mauvais joueur, j'ai l'impression. Donc, oui, il y a des circonstances atténuantes, mais je pense quand même que cette défaite contre Cloton, quand tu mènes 3 à la maison, que t'es dans le dur, tu peux pas prendre 0-3 dans le deuxième tiers. C'est incompréhensible. On parle de Cloton, qui fait pas un mauvais début de saison, du tout, au contraire, qui surprend. Hein. J'en ai parlé avant déjà, mais Altonen, et d'ailleurs c'était le derby des progressions vers la moyenne, on va dire ça comme ça, entre Altonen et Artikainen. On en reparlera probablement après, mais Altonen et Artikainen qui mettaient pas un pied devant l'autre l'année dernière, puis maintenant ils marquent but sur but, ils tirent en fermant les yeux, ils en marquent 2. Mais voilà, cette défaite-là de Genève, elle fait quand même vraiment, vraiment tâche. Et tu te retrouves avec 4 défaites dans les 5 derniers matchs pour Genève Servette. On a une équipe qui a 22 points en 17 matchs. Il y a 11 points de retard sur la 6e place, mais 4 matchs de retard. Donc, mais 4 matchs de retard, ça fait 12 points. Hein. Et il y en a 11 de retard. Donc tu dois faire un sans faute sur les matchs de retard pour revenir à la hauteur, ou même pas à la hauteur de la 7e place ou 6e place. Là, le train, il est vraiment sérieusement en train de partir pour Genève. Genève qui se qualifie pour la prochaine phase Ligue des Champions. Donc, va encore enchaîner des matchs. Oui. Il y aura une fin d'année qui va être épique du côté de Genève. Et d'ailleurs, les prochains matchs, ça vient assez rapidement. Hein. Plus tôt ?
Parce que vendredi, déplacement à Langnau, samedi, réception de Berne, lundi, merci les matchs le lundi soir, mais bon voilà, accueil de Ambry et remercredi, accueil de Fribourg-Gotteron. Donc ça veut dire qu'entre vendredi et mercredi, t'as 4 matchs. Je peux te garantir que dans une semaine, on en saura largement plus sur ce que peut espérer Genève Servette pour la suite de la saison. Puis j'ai envie de te dire, puis vendredi, déplacement à Rapperswil, puisque c'est 2 jours après, de nouveau. Et back-to-back avec Ajo le lendemain. Voilà. Non, mais là, ça fait quoi, 6 matchs en 8 jours, un truc comme ça ou bien, 9, je pense, ouais. C'est complètement fou. Entre le 22 et le 30, t'as 6 matchs. Ouais. Bon courage aux Genevois. Et là c'est une période cruciale. Et à un moment ou un autre, on va quand même devoir se poser la question d'Yann Cadieux, de qu'est-ce qu'il en est avec lui. Est-ce que tu dois le garder? Est-ce que tu dois t'en séparer? Est-ce que... Ouais, mais alors, de nouveau, avec un programme comme ça... Non, c'est plus possible. En fait, je pense qu'il y avait une fenêtre d'opportunité. S'ils avaient décidé que, mais ils l'ont visiblement pas fait, vu que... Voilà. Mais c'était la pause équipe nationale qui vient d'avoir lieu. Et si tu estimes que tu vas dans le mur, et je dis pas que c'est le cas, mais si en haut lieu, ils se disent, on se rend compte que, ou on a l'impression que... c'est maintenant. Parce qu'après, il y a Ligue des Champions aller-retour. Il y a ce programme de 6 matchs en 9 jours, etc. Tu peux plus t'amuser là au milieu à changer, ou c'est possible, mais c'est compliqué. Donc, visiblement, ils continuent avec le bateau dans cette direction-là. Ils font confiance à leur équipe en place. Ça peut payer. Ça peut clairement payer. Mais là, c'est démentiel ce qui s'approche pour Genève. Honnêtement, juste pour dire, le jeudi 5 décembre, réception de Davos, le 6, déplacement à Cloton, le 8, réception de Rapperswil, et après il y a la pause équipe nationale, mais là tu as quand même de nouveau 3 matchs en 4 jours. Ouais. Donc j'ai pas mentionné la Champions League qui doit venir par là autour aussi. Mm-hmm. Donc et tu dois aller gratter quand même quelques points. C'est pas s'ils étaient dans la position, admettons, on va prendre peut-être, je sais pas, Davos, où t'es en haut. Tu peux peut-être laisser tomber. Tu peux peut-être mieux calculer. Mais là, pour les forces, tu dois gérer les énergies. Moi, je trouve que c'est les jokers ont déjà été utilisés, c'est ça le problème. En gagnant pas un match à la maison, t'as utilisé tous tes jokers et surtout t'as grillé tout le bénéfice de ton excellent début de saison avec plein de matchs à l'extérieur et des points ramenés de à peu près partout, d'aller gratter des défaites au penalty à Zurich, à gagner à Davos au penalty, ou c'est de l'inverse. Tous ces points-là qui ont été vraiment acquis de haute lutte, ils partent en fumée parce que tu perds des points à la maison contre Cloton, parce que tu perds des plumes. Là aussi, on peut parler des pertes de plumes pour les aigles. Là, mon ami, ça marche très bien. Top, on a les 2 Teemu Tirkkanen. Je pense qu'on n'a pas besoin de réfléchir beaucoup plus loin. Absolument. 23 points, 11 buts, c'est ce qu'on attendait de lui l'année dernière, qu'on n'a pas eu, parce que c'est ce qu'il fait en fait. On l'a revu là, contre Lausanne en Ligue des Champions, au match aller. À un moment, il a dit à Lucas Frick, écoute, je passe, d'accord, tu restes là, toi t'es sympa, mais je fais le tour, puis je vais aller au but. Il a pas marqué derrière, mais il a sorti le bras, il a fait le tour de Lucas Frick, c'était le giratoire, et puis il est allé au but. Et en gros, tu ne peux pas l'arrêter. Tu dois trouver un moyen différent. Oui. C'est pas... tu peux pas faire ça comme tu pourrais, à la rigueur, faire un box-out, par exemple, sur un joueur. Là, non. Donc, c'est du Teemu Tirkkanen comme on le connaît. Faut qu'on se prépare à son départ parce qu'il va nous manquer fort. Mais voilà, c'est comme ça. Profitons-en. Il est comme on l'imagine. Il vaut 17 à Hockey Manager et ça va être compliqué de le garder parce que ça devient une vache à lait, on va dire ça comme ça, pour répartir le budget ailleurs. Mais je pense que je vais quand même pas être capable de faire ça. Uh-huh. Donc oui, top. Évident, on va dire. Flop, je t'écoute volontiers. J'en ai 2. Spacek Lecoultre. Ouais. C'était un peu pour dire Lecoultre, on attend défenseur offensif suisse qui est aussi en équipe nationale, au port de l'équipe nationale, mais où moi j'attendais une vraie progression, mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus compliqué pour lui de trouver une place. Alors il y a Carrère, il y a Berny, il y a d'autres joueurs suisses, mais il a quand même plus de flair offensif, à mon avis, que ces deux-là. Après, il y a Vatanen et Lindström. Si tu joues avec 2 défenseurs étrangers, c'est un peu plus compliqué. Vatanen, de toute façon, va te prendre ta place sur le powerplay. Et quand ce ne sera pas Vatanen, ce sera Sergierevi. Donc, l'année prochaine, difficile pour Lecoultre en ce moment. Je trouve qu'il y a vraiment il est dans un creux, on va dire. Et puis, Spacek, parce que
on dit assez à quel point le trio finlandais est incroyable. Et on pensait vraiment que ce Michael Spacek, quand on voyait à Ambry ce qu'il était capable de faire quand il avait envie, c'était remarquable. Et là, tu as l'impression qu'il manque juste un peu de production aussi, simplement de voir un peu plus son nom sur la feuille de marque, quoi. Et pourtant, il a 10 passes décisives en 16 matchs. C'est paradoxal parce que je pense que c'est pas un mauvais choix et j'aurais aussi pu le défendre. J'ai pris ni l'un ni l'autre au passage. J'y reviens juste après. Mais en même temps, on pourrait te contredire en disant mais il a quasiment un point par match. Pas un point par match, mais 10 en 16, ce qui est pas si mal. Mais c'est au-delà de ça. C'est comment dire, l'impression de... pas envie, on va dire ça comme ça. Tu sens qu'il est déjà parti en fait. Et je pense qu'il va partir en cours de saison, Michael Spacek. Je ne serais pas surpris qu'on ne le voit pas terminer. D'ailleurs, si vous avez encore des transferts hockey manager, j'attendrai un petit peu avant de le prendre parce que je le vois pas finir la saison là-bas. Il a pas l'air d'avoir envie. Et en même temps, est-ce qu'on est surpris? Absolument pas. Parce que c'est un joueur qui est compliqué à gérer. Et je pense qu'à Ambry, il y avait un membre du staff dont c'était le 40% de le gérer. Est-ce que Genève a décidé de mettre ce 40% en place pour lui? Je suis pas sûr. Donc, Michael Spacek, grosse déception. Mais c'est pas ton flop. Mais c'est pas mon flop, non. Moi, je suis parti sur Tim Berni. Okay. Parce que quand il est revenu d'Amérique du Nord, on s'est dit, oh là là, c'est l'immense coup pour Genève Servette. C'est un défenseur qui peut tout faire, qui a de l'expérience là-bas, qui est un international suisse. Et puis là, on se retrouve une année après avec un défenseur qui a 17 matchs, il n'a pas une passe décisive, qui est censé être encore en progression. Il a 24 ans. Donc tu te dis, bon, il est une année de plus que l'année passée. Tu me diras, c'est logique. Tant mieux d'ailleurs. Mais 17 matchs, 2 buts, 0 passe décisive, je le trouve rarement dominant, rarement très en lumière. Pourtant, il joue ses 15-20 minutes par match. Défensivement, il tient la route, mais moi, c'est pas là que j'attends un peu plus de lui. J'attends plus de lui un peu vers l'avant. Mais c'est le même problème que tu disais avant, peut-être pour Simon Lecoultre, c'est qu'il y a un peu abondance de biens à un moment. Et t'as jamais trop de défenseurs offensifs, mais quand t'as 2 défenseurs étrangers, quand c'était le cas avec Lennström et Vatanen, ce qui est plus le cas maintenant, et comme tu disais, Carrère, Berni, Lecoultre, t'as plein de joueurs, et Chanton qui a fait un pas vers l'avant, qu'on aurait pu mettre dans les tops aussi au passage. Schneller qui est pas mal aussi, mais oui, bon. moindre mesure, mais Chanton a fait un pas vers l'avant énorme. Et j'entends que ça... Pourtant, tu me dirais, il a que 2 points, Chanton, hein, mais j'attends pas la même chose de Giancarlo Chanton que j'attends de Tim Berni. Et ce que je vois de Chanton me fait me dire il faut lui faire encore un petit peu de place, mais au détriment de qui? T'en parlais avant pour Simon Lecoultre, et il y a un investissement sur Tim Berni qui est quand même important. 4 ans de contrat, je crois que c'était. Hein. Ouais, il a signé jusqu'en 2027, donc c'est un défenseur qui a de l'expérience, c'est un défenseur qui doit amener plus que ce qu'il apporte actuellement, donc c'est pour ça que je le mets en flop, aussi en regard des attentes que tu as pour lui. On termine avec Lausanne, qui a un peu des problèmes défensifs. Ça va bien, hein. Lausanne est 3e du classement, 40 points, si je ne dis pas de bêtises. Mais on a vu que, même si la Champions League n'est pas le baromètre le plus marquant, il y a quand même un 6-2 contre Zug, il y a quand même un 7-2 contre Berne. Il y a des matchs où tu es là, quand ils perdent, ils font pas semblant. Ça y va. C'est quand même ça nous étonne aussi un petit peu quand on se souvient du Lausanne Hockey Club de la saison passée, qui était quand même relativement solide défensivement, qui avait ses joueurs offensifs. Alors on se rappelle qu'il y avait Pilot, il y avait Joss. Pilot, on le sait maintenant, il est out il a une rechute, il est out pour la saison, donc c'est quand même un coup dur pour Lausanne qui s'attendait très certainement à pouvoir retrouver Pilot et à peut-être pouvoir laisser entre Slenska et Bayreuther un des deux en tribune. Là maintenant, soit John Foos va chercher un autre puisqu'ils n'ont pas eu à activer la licence de Pilot, c'est au moins ça. Oui, ce serait il a encore cette marge de manœuvre, mais on le sait, hein, trouver un défenseur aussi bon
qui sera meilleur potentiellement que Sklenicka ou Bayreuther à ce moment-là de la saison. On le disait avant pour Bienne. Marty Schneider disait que le marché était sec. On a vu que certains clubs ont réussi à trouver des joueurs. Alors, il y a ce Jordan Schultz, évidemment. Justin Schultz à Lugano. Il faudra voir ce que ça donne, parce qu'il a quand même un certain âge, mais effectivement, le pédigré est monstrueux. Nardella, qui était arrivé à Rapperswil. Mais jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont pas autant d'impact que Pilot a eu la saison passée avec Lausanne. Donc, à voir ce que ça va donner. Là, je ne sais pas ce qui se passe avec... Mais j'ai l'impression que même Glauser n'est pas aussi bon, parce qu'il n'a pas cette pièce importante à côté de lui qui le rendait aussi bon. Je ne sais pas si j'avais fait cette théorie, mais pour moi, Glauser est un super joueur de complément, extrêmement bon. S'il est avec quelqu'un à côté, il va faire assez juste, en fait, parce qu'il peut un peu tout faire. Mais il faut qu'il ait un gars très solide à côté de lui. Du coup, il faut que Lausanne engage Romagnosi, comme ça tu fais la paire en équipe de Suisse. C'est possible. C'est possible. Avec il n'y a pas de salary cap en Suisse, donc... Voilà. C'est la solution, en fait. Maintenant, c'est Fribourg qui doit le faire, vu que Glauser va à Fribourg. Ils ont quoi, entre le 7e et le 10e budget de la Ligue, selon ce qu'a dit John Gobi, et il l'a dit au podcast Point de vue de la liberté. Voilà. Ce qui est bien, en fait, c'est qu'il devrait dire... Alors voilà, tous les budgets, nous on vous dit pas le nôtre, mais comme on peut vous les donner, on peut les classer, alors ça nous apporterait un peu d'informations à nous. Ce serait intéressant au passage. Lausanne, c'est une équipe du milieu de classement, mais on le disait la semaine passée, il y avait déjà ces petits warnings, semaine passée, ces petits warnings sur Lausanne qui surnagent un peu par rapport à ses statistiques en raison d'un powerplay qui est extraordinaire, qui est excellent, un box-play qui est excellent également, ce qui cache quelques lacunes. Problème, c'est que sur les 10 derniers matchs, Lausanne, c'est la 14e équipe défensive à 55 avec 3 buts encaissés, expected goals encaissés à 55 par 60 minutes. Donc là, on parle pas de but ou pas but, de gardien qui se trouve, etc. C'est le volume de chances accordé à l'adversaire. Lausanne est la dernière équipe de la Ligue sur les 10 derniers matchs. C'est la 13e équipe en termes de volume offensif ou défensif. Donc oui, il y a un petit problème qui est en train de pointer le bout de son nez. On l'avait déjà dit la semaine passée. Là, je pense que c'est d'autant plus flagrant avec les 6 buts encaissés à Zug et alors le retour de Ligue des Champions. Et on l'a dit dans la partie Ligue des Champions, Lausanne a pris ce match au sérieux. Faut pas se laisser leurrer par le score, parce que s'ils n'avaient pas envie d'aller le jouer, ce match, ils seraient pas allés. Ils sont allés avec une équipe complète. Ils ont joué sérieusement. Enfin, ils ont pris sérieusement ce match en main. Ils ont pas envoyé un bloc de junior. Enfin, donc... Mais il ne faut pas non plus s'aveugler par ce match-là. Il y a des circonstances. Quand tu dois gagner par 5 buts d'écart puis que tu en es 2-1, mentalement, c'est aussi possible d'un petit peu lâcher en disant « Ouais, mais on ne va pas en marquer 6, quoi, soyons réalistes. » Et honnêtement, à part ça, on n'aime pas taper sur les jeunes parce que normalement, c'est quelque chose que c'est plutôt des joueurs qu'on affectionne. Mais je dois quand même reconnaître, mais on le savait aussi en début de saison, que ce ne serait pas aussi simple que ça. Mais les gardiens, de temps en temps, et j'ai l'impression quand même qu'Antoine Keller, sur certains matchs, mais même des fois Kevin Pache, mais c'est normal, c'est un processus, tu peux pas confier ou alors, il est exceptionnel à 21 ans, il voit Jésus, il n'y a pas de problème, mais tu as aussi le droit d'avoir des matchs où tu prends des goals qui sont évitables. Et à Zug, c'était Antoine Keller. Il y a 2-3 goals, tu étais là. Lausanne revenait, il y avait 3-2, et puis d'un coup, tu as ce goal de Olofsson, 4-2. Ça coupe les jambes. Ouais. Et après, c'est compliqué de revenir. Personne va acheter la pierre. Ward va en tout cas pas dire oui, alors c'est la faute de nos gardiens et tout. Jamais, il va plutôt prendre sur lui. Mais c'est un fait que c'est plus compliqué que quand il y avait Connor Hughes en fin de saison avec Pache, où ça allait bien, quoi. Ouais, non, je suis d'accord. Je voulais aussi en parler justement des gardiens. Sur la Ligue des Champions, Pache, il a 6 matchs, 89,2% d'arrêt, 2,78 buts encaissés. En saison régulière, c'est quand même mieux. Hein. Il a 91% d'arrêt, 91,9 d'ailleurs, donc presque 92% d'arrêt sur les 15 matchs. Mais c'est un peu plus up and down peut-être, je suis d'accord. Et c'est là aussi justement quand tu as une équipe, on va dire, moyenne à 5 contre 5, mais si tes situations spéciales sont bonnes et ton gardien est excellent, ça va te sortir de pas mal de fois de la gonfle. Par contre, quand ton gardien devient un peu moyen, ben, ça devient vraiment compliqué. C'est là où les petites lacunes sont mises à nu.
Moi, ce qui me dérange le plus, c'est le volume d'occasions qui est concédé par la défense lausannoise actuellement. Et je pense qu'il est là le problème principal, parce qu'offensivement, cette équipe, elle va marquer des buts. Elle a des scoreurs étrangers qui sont excellents. Elle a des scoreurs suisses qui sont très bons. Elle a de la profondeur offensive. Mais ça commence par une défense un peu plus en place que ce qu'on voit actuellement. Et pour moi, il est là le principal problème du Lausanne HC. Et on a une question. Avant nos top et flop, t'oublies pas. Oui. Mais ça permettra peut-être de le lancer. Oui. Patrick Deharbe qui demande Hello, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le powerplay de Lausanne n'est pas le même avec ou sans Oksanen. Qu'en pensez-vous? Pour moi, le top lausannois Oksanen, le flop Lauri Payuniemi. Niveau joueur, niveau global, le powerplay lausannois. Post-scriptum, minute jouer sport, avec le score de ce soir chez les... Donc ce soir, la victoire la défaite à Genève. À Genève. Chez les, alors je vais dire les Aigles, il a mis un autre volatile qui est un petit peu plus petit. Il faudra parier Lausanne vainqueur à Fribourg vu qu'on ne perd jamais 2 fois de suite. Je me réjouis de vous écouter. Demain, belle fin de soirée et merci pour votre podcast. Merci Patrick pour la question. Oksanen, ça aurait pu être mon top. Effectivement, il y en a un autre qui me semble beaucoup plus évident encore. Mais Oksanen, c'est dommage parce qu'en plus, il se blesse au moment où tu as vraiment l'impression qu'il est dans le rythme. Après, peut-être un début où tu dis de temps en temps, il peut faire un petit peu mieux. Il est pas hyper spectaculaire, j'ai l'impression, mais par contre, il fait plein de trucs tout juste. Ouais, il est vraiment... Ouais, moi, je le trouve vraiment, vraiment solide, là, le Oksanen. Donc... J'aime bien ce joueur. Le powerplay, alors ça, je suis navré, j'ai pas fait attention à... J'ai pas regardé les statistiques non plus depuis sa blessure, mais j'entends assez l'idée. C'est un peu moins bon. Pour dire, j'avais la même impression. Je me suis dit, quand j'ai lu son message, je me suis dit, tiens, après, tu me diras, là aussi, c'est pas... incroyable, il manque un des étrangers qui marque quasiment un point par match. Ça change tout. Oui, évidemment. Puis j'en parlais avec John Foust d'avoir récupéré ses pairs qui fonctionnaient bien. C'était aussi une forme d'assurance d'avoir quand même des gens qui sont heureux entre eux. Oksanen, Suomela, on rappelle quand même pour ceux qui ont oublié, mais je pense que la partie lausannoise, les fans de l'HC le savent, mais c'est pas perdu de le rappeler, jouaient ensemble, formaient une paire efficace en Suède avant que Suomela rejoigne Lausanne la saison passée et Oksanen l'a rejoint une année après. Donc on peut s'attendre à ce que, vu que ça a cliqué quand même maintenant, une fois qu'il reviendra de blessure, les deux sont censés... on l'a déjà vu même maintenant en fait, c'est ça. Absolument. Mais après le tout petit temps d'adaptation qu'on a le droit de lui laisser, je pense qu'on peut s'attendre à une jolie suite de saison de la part d'Oksanen quand il sera de nouveau en santé. Il était présent à la Nuit des Lions, d'ailleurs en compagnie de Raffel, qui a fait une superbe impression aux Français sur scène pour faire le tirage au sort. C'est lui qui donnait les numéros, qui tirait au sort les numéros, qui les prononçait en français, mais le problème c'est qu'il sait pas bien le français et ça donnait un moment vraiment assez chouette. À part ça, Raffel, au passage, c'est vraiment malheureux ce qui lui arrive parce que je pense que c'est quelqu'un, il n'a pas été bombardé capitaine comme ça par hasard. C'est quelqu'un qui a du leadership, mais qui a une vraie personnalité. C'est quelqu'un que j'aime bien, avec qui j'aime bien parler. Et de ne pas le voir sur la glace, nous, ça nous embête parce qu'on aime bien. Enfin, en tout cas, moi, j'aime bien quand il est là parce que ça permet de le prendre à l'interview. Et du coup, d'avoir un interlocuteur qui est vachement intéressant. Et il continue d'être dans l'entourage du club, comme Pilot d'ailleurs, qui est toujours dans l'entourage du club. J'ai bien aimé le communiqué de presse des Lausanne HC quand ils l'ont... tu sens vraiment que les mots qui ont été écrits... Alors... Certains communiqués sont un peu plus lacunaires, on va dire. D'ailleurs, Ronald Scanlins, un ami me disait, on dirait un mauvais certificat de travail. Quand il est resté 7 saisons ici, à la fin, c'est limite on te met pas encore un pied au cul, quoi. C'est vraiment... a fait son travail, nous lui souhaitons tout bon. Au revoir, allez, tu peux m'écrire une bonne lettre pour partir. Je vais t'écrire une lettre. Ouais. mais par contre, les communiqués pour Lawrence Pilot, c'est tu sens que c'est aussi un joueur qui fait du bien dans cette équipe. On l'a assez dit l'année passée, il avait une présence sur la glace qui était là, qui était positive. Mais hors glace, il avait une présence positive et c'est pour ça qu'ils aiment l'avoir dans l'entourage du club. Et il va rester là justement. Ils auraient le droit de lui dire, écoute, rentre vers ta famille, mais là il a le staff qui va le suivre jusqu'à la fin de la saison et il est en fin de saison, ça pose des questions. Est-ce que tu dis mais est-ce qu'on ne devrait pas prendre le pari de se dire il sort d'une saison blanche, donc sa valeur va vraiment baisser. Logique, il peut pas prétendre à la même chose que, je connais pas son salaire, mais peu importe, même s'il gagnait 1 million ou 100 000, il va valoir moins l'année prochaine. Ouais. Les deux chiffres sont débiles. Il va gagner moins l'année prochaine. Donc, est-ce que c'est pas un bon pari à prendre? Il dit, tu le prends comme 7e étranger.
tu lui donnes 0 back-to-back, mais par contre, tu le fais jouer de temps en temps. Et déjà, si tu en as 7, ça te permet de pallier certaines blessures. Et lui, il revient tranquille, il te coûte pas trop cher. À mon avis, ce serait une bonne solution. Ou alors, surtout que la défense suisse, c'est quand même... Il y a des défenseurs suisses de qualité à Lausanne. Est-ce que c'est ton deuxième défenseur étranger, mais tu prends un attaquant de plus? En même temps, l'attaque est solide. C'est terrible. Ça faisait des gros problèmes du côté de Lausanne. Mais toujours est-il que le cas Laurens Pat, il est embêtant parce qu'en plus, moi, j'aime vraiment bien le joueur. Et sur la fin de saison, on s'attendait à la saison 2 qui allait être encore mieux. Puis là, il y a ce deuxième coup d'arrêt. Top, tu as mis... J'ai mis les Suisses, mais je voulais... Non, mais les attaquants suisses, c'était un peu ça l'idée de dire, parce que je trouvais qu'il y a un vrai... Par rapport à d'autres clubs où effectivement on le met, mais si j'avais dû mettre un seul joueur, j'aurais mis Théo Rochette quand même. Ouais, je pense que... Mais c'est vrai que c'est négligé. Peut-être Damien Ria qui a 17 points en 21 matchs, 6 buts. Mais je trouve que le pas vers l'avant de Théo Rochette qui a quasi un point par match maintenant, parce qu'on se disait l'année passée il a fait une excellente première saison qui était au-delà de ce qu'on pouvait imaginer de lui pour une première saison d'un jeune joueur en Suisse. Il finit à une trentaine de points, 30 points, 12 buts, 18 passes décisives. Tu te dis chapeau quoi. Et là il est à 19 points en 21 matchs en jouant sur l'aile la plupart du temps, en devant. D'ailleurs, cette ligne avec Kouakanen et Payunmi et Rochette en termes d'expected goal fort, et c'est bien. Against, il me semble que c'est un petit peu plus compliqué. Si je dis pas de bêtises. Absolument, je suis d'accord avec toi. J'ai fait la même observation. Après, on va les laisser encore jouer un match ou deux dans cet alignement-là pour voir si le trend se poursuit. Mais Payuniemi, à part ça, j'en parlerai pas après d'ailleurs, mais vu qu'on y est, j'en attends un peu plus. Patrick disait exactement, que c'était son flop. Ouais, ce que je comprends, il aurait tout à fait pu être le mien également, mais pour terminer, Théo Rochette a été sélectionné en équipe de Suisse, c'est pas un hasard. Et si c'était l'année où c'était lui cette année le jeune qui débarque, le jeune, tu me diras, il va pas être jeune très longtemps encore, mais ça reste quand même à qui tu dis tu viens au mondial, on n'en aura peut-être pas des attentes énormes, mais à 22-23 ans, tu viens disputer ton premier championnat du monde. Je pourrais mettre mon argent là-dessus si je devais voir une demi-surprise, parce qu'en même temps, c'est un des meilleurs compteurs suisses de la Ligue actuellement, mais à 22 ans, ça resterait une demi-surprise quand même de voir Théo Rochette. On n'aurait peut-être pas parié avant la saison sur sa présence l'année prochaine à Herning, mais en l'état, je pourrais le parier. Ouais, ce serait à voir. Là aussi, si certains joueurs de NHL viennent ou pas, j'ai l'impression que ça peut aussi être conditionné par ça. Et savoir si les centres suisses en Suisse, même s'il peut jouer à l'aile, mais effectivement, on sait qu'il y a toujours Gaëtan Haas, on sait qu'il y a toujours Denis Malgin, même si des fois Denis Malgin et Patrick Fischer, c'est pas toujours l'amour fou, mais il sera là, s'il est en santé, il sera là. Exactement. Et Calvin Turcauf aussi, quand il reviendra. Donc, ça laisse pas forcément des immenses marges pour un joueur un tout petit peu plus créatif comme ça, où tu as besoin quand même on l'a vu, de bosseurs ou de gars qui peuvent en tout cas commencer à bosser avec... Ça me fait penser à la ligne des Zougois, Herzog, Saint-Hilaire, Simeone, qui était une ligne très défensive, mais qui, en championnat de Suisse, ces joueurs-là peuvent être plus offensifs, notamment pour Simeone et Herzog. Ouais, absolument. Flop? J'ai mis Genadzi, mais... c'est dur, ça. Ouais, je le trouve... Je dis pas que t'as tort. Je trouvais aussi que c'était un peu dur, mais je me disais... parce qu'il rend bien service, mais finalement, il rend bien service, mais est-ce qu'il faudrait peut-être pas commencer après à se dire, super, service rendu, magnifique, grande figure du club, il a grandi avec le club, il a fait partie de l'équipe de Suisse aussi en étant à Lausanne, il est resté, etc. Et je pense qu'il doit être vexé c'est un défenseur qui est en 4e ligne, donc il a un temps de jeu qui est limité, c'est plus difficile pour lui d'avoir vraiment de l'impact, il était bon en powerplay, mais c'est plus compliqué, j'ai l'impression que on le met parce qu'on sait pas trop où le mettre, mais on le met quand même. C'est un peu ça. Ouais, après, il rend des services devant, il rend des services derrière. Mais oui. Mais je dis pas que t'as tort. Hein, je l'ai pas considéré pour te dire. Mais voilà, il est en fin de contrat, il est en fin de carrière. Ouais. Est-ce qu'il va prolonger? Est-ce qu'il va rester encore là? On sait qu'il a un contrat qui lui permet d'intégrer l'académie derrière comme formateur. Je pense qu'il va être super dans ce rôle-là. Est-ce qu'à un moment, il se dit...
bon, bah c'est le moment, peut-être. Il est de 88, hein, et il a 36 ans, donc... c'est terrible, des joueurs qui commencent à avoir bien quelques années de moins que nous, on commence à dire, oui, commence à être un peu... Ça devient un peu un vieux machin. Hein. Ouais, on est vieux. On est mal bas. Moi, mon flop, c'est Gavin Bayreuther. Ouais. C'est le défenseur le plus utilisé en powerplay avec 2 minutes 19 par match. C'est un défenseur dont j'en attends plus. Là aussi, est-ce que le flop c'est mes attentes ou est-ce que le flop c'est le joueur? Honnêtement, c'est toujours une question qu'on doit se poser. Est-ce que ce qu'il fait là, c'est ce on aurait dû à la base attendre de lui et il répond à nos attentes, à savoir il est solide, il est en place, mais offensivement il n'amène pas grand chose de plus que ça. Puis en même temps, je peux pas m'empêcher de me dire mais il a une saison à 14 points en NHL en 22-23. Ouais. Donc il y a 2 saisons, 51 matchs, 2 buts, 12 passes décisives, 14 points. Pour un défenseur qui débarque ici avec une saison quasi complète en NHL, donc il n'a pas fait l'ascenseur 10 fois entre Cleveland et Columbus, il a fait 50 matchs à Columbus, pardon. La saison d'avant, il en a fait 43. C'est un défenseur établi de NHL. Moi, j'imagine que quand un défenseur établi de NHL débarque en Suisse, t'attends un peu plus que 9 points en 21 matchs, dont un but. Il a 6 passes décisives en powerplay sur ses 8. Donc ça veut dire et 0 but. Ça veut dire qu'il a 1 but, 2 passes décisives à 5 contre 5 depuis le début de la saison en 21 matchs. Et je trouve quand même que c'est un petit peu léger pour un renfort étranger comme lui. Je fais directement l'avocat du diable, parce que je l'ai fait aussi avant pour Genadzi. J'entends aussi que c'est un joueur qui doit s'habituer à une nouvelle vie, qui s'habitue à un nouveau style de jeu. Patino, ouais. Taille. Voilà, comme de taille de patinoire. Durant sa carrière, il a tout le temps joué en Amérique du Nord. Depuis vraiment, il a même pas fait un saut une fois en Europe avant de repartir. Il a joué toute sa carrière en Amérique du Nord. Donc, il a aussi un bénéfice du doute. Mais si je dois m'arrêter aujourd'hui et me dire, bon, moi, c'est qui le joueur qui m'a le plus déçu ou par rapport aux attentes que moi j'avais en amont, hein, c'est peut-être moi le problème. Ce sera peut-être Bayreuther. Et je me suis posé la question, est-ce que ce serait lui ou Sklenicka? Parce que les deux peuvent... on en attendait peut-être les deux pas mal. Quand tu dois remplacer Joe et Pilot, c'est aussi pas évident à part ça. Non. Mais Sklenicka, est-ce que j'en attendais un poil moins? Peut-être aussi, mais il est quand même un tout petit peu meilleur, je trouve. Globalement, on va dire que Bayreuther. Mais... je parierais pas contre une mauvaise saison de Bayreuther, mauvaise fin de saison de sa part maintenant, parce que je pense qu'il a tout pour bien faire. Mais aujourd'hui, vu que c'était les règles du jeu en ce jeudi 21 novembre, moi c'est lui mon flop. La suite du programme pour Lausanne, c'est des matchs tous les 2 jours, donc pas de back-to-back, ce qui peut peut-être être un tout petit peu favorable. On disait vendredi Fribourg-Lausanne, moi j'y suis. Dimanche, je sais pas si c'est le match des pluches là contre les Tigers, mais ils ont déjà annoncé une patinoire pleine. J'avoue quand même que, alors oui, c'est le match où sans doute des enfants et tout, mais quand même 9600 personnes pour voir Lausanne-Langnau. Je pense que Lausanne va vraiment bien pour avoir une patinoire pleine. Bienne, mardi prochain à Bienne, et puis jeudi contre Davos. Donc c'est effectivement des matchs tous les 2 jours, puis après il y a un petit break parce qu'ils vont à Ambry un dimanche d'après, donc ils jouent le jeudi, pas le vendredi, pas le samedi, mais le dimanche. Donc voilà, un beau programme pour Lausanne aussi. Qui va devoir resserrer sa défense assez rapidement quand même, comme on l'a dit avant, parce que ce sera le challenge de ces prochaines semaines du côté de Lausanne. On est au terme de l'épisode 12. J'essaie de guigner sur ta feuille. C'était pas bon pour tricher à l'école. Je suis toujours pas bon là. J'essaie de guigner sur ta feuille, mais j'arrive pas bien à voir où ça m'a vu, qui a encore baissé peut-être. Fin de l'épisode 12. Merci pour votre fidélité. Merci pour vos questions. Merci pour les gens qui viennent nous dire bonjour. D'ailleurs, à la Nuit des Lions, il y a 2-3 personnes qui sont venues dire bonjour. C'est toujours un plaisir. Qui t'appelle pas Grégory, mais qui t'appelle Colfax. Salutations à vous si vous nous avez écoutés aussi aujourd'hui. Pour la semaine prochaine, normalement, on revient avec un horaire normal. Normal. Le mercredi à 17h, là, avec l'actualité et nos agendas, c'était plus simple comme ça. D'ici là, on est à disposition pour répondre à vos questions. On est sur les patinoires. En tout cas, moi, je serai présent à Fribourg-Lausanne vendredi soir. Ouais. Et j'ai encore pas décidé pour samedi, mais je serai aussi présent lundi au Vernet. Ces matchs du lundi soir, je vais faire Pécaliste plus Vernet. D'ailleurs, je suis pas en train de me plaindre, mais ces matchs du lundi, ça nous
le fout par terre. C'est terrible pour les agendas. J'espère que les joueurs vont pas être autant perturbés que nous, les pauvres. D'ici là, on est à disposition pour répondre à vos questions sur les réseaux sociaux. On est sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Abonnez-vous sur Spotify. On a passé les 2000 abonnés sur Spotify. Exactement. Waouh, merci beaucoup. Ce qui était inattendu quand on a commencé à se mettre sur cette plateforme également, mais bon, nous c'est ce qu'on préfère, donc je comprends qu'on s'y abonne aussi, puis continuez de vous abonner. YouTube, on a dépassé les 1000 aussi, on est à 1000 et quelques, là 1020. Et donc parfait, on voit que notre audience continue d'augmenter, donc merci pour votre fidélité, c'est aussi vraiment cool et ça fait vraiment plaisir de continuer à faire ces podcasts et ça nous motive d'autant plus, donc merci à vous, profitez bien les matchs du week-end et à la semaine prochaine. À bientôt.